Pour le plan particulier d'urbanisme pour le secteur Chauveau, on va revenir sur ces notions complexes un petit peu plus tard. Je me présente, moi je suis Alexandra Mauger, je suis conseillère en consultation publique. Mon rôle ce soir, ça va être d'animer la séance, de m'assurer que ça se passe bien puis que chacun puisse s'exprimer. Et également, je suis responsable de la démarche de participation publique qui accompagne l'élaboration du PPU. Donc, voilà. On a une soirée très chargée, on est beaucoup de monde, puis on est surtout là pour vous entendre. Donc, sans plus tarder, je vais demander à nos élus d'ouvrir la séance. Je vais les présenter rapidement. Madame Marie-Josée Asselin, probablement que la plupart d'entre vous la connaissez, elle est vice-présidente du comité exécutif, responsable du développement durable et des milieux naturels et de la biodiversité. Et c'est également votre conseillère municipale dans le district de Loretteville-les-Châtelles. Madame Asselin. Bonsoir tout le monde. Est-ce que mon micro fonctionne? Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Comme Alexandra l'a dit, pour moi, c'est une soirée importante, à la fois comme responsable du développement durable, de l'environnement, des milieux humides, hydriques, de l'eau, de la foresterie urbaine, mais aussi, surtout, comme conseillère municipale du district de Loretteville-les-Châtelles. Le terrain dont on parle, c'est un terrain qui est situé chez nous, en plein cœur de mon district. Puis, j'ai un petit peu le goût de vous raconter rapidement l'histoire qui m'habite depuis mon élection il y a 2 ans et demi. Vous le savez, pendant la campagne électorale, j'ai frappé à vos portes pour plusieurs d'entre vous avec comme préoccupation de sauvegarder le boisé des Châtelles. J'y croyais, mais surtout, je suis obligée de vous dire que j'y crois encore et de plus en plus. Mais la protection du boisé, ce que j'ai réalisé, c'est que ça ne peut pas passer par le statu quo actuel. Quand j'ai acheté ma maison dans le district en 1997, il y avait déjà des bonnes fontaines installées dans le haut du boisé, signe que ce terrain-là était appelé éventuellement à être développé. S'il ne s'est rien fait depuis toutes ces années, c'est qu'il y a eu de nombreux allers-retours avec les administrations qui étaient là avant nous. Ça a été un bout de temps uniquement de l'industriel qui a été prévu là, après ça uniquement du résidentiel. Il y a eu un petit peu de tout qui a été planifié, puis finalement, après l'élection en janvier 2022, le projet qu'on nous a présenté, mes collègues qui sont ici s'en souviendront sûrement, ça faisait quelques semaines à peine qu'on était élus, le projet qui nous a été présenté, ça ne convenait pas aux ambitions qu'on avait pour la protection du boisé. Je ne suis pas gênée de le dire, M. Dallaire est dans la salle et il le sait. Ça a été un petit peu une onde de choc parce que le plan de développement de ce terrain-là était très avancé. Mais M. Dallaire a été, je dois le dire, il est ici ce soir, très bon joueur dans cette histoire-là. Et depuis 2 ans, on travaille activement avec lui pour arriver à un scénario de compromis. Parce que vous le savez, on est plusieurs à se préoccuper de l'environnement et les préoccupations qu'on avait il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a dans la salle des gens de Mères au front qui ont confectionné une chaise, ce qu'on appelle la chaise des générations. On en a une à l'Hôtel de Ville de Québec, à la salle du comité exécutif. Et cette chaise-là, qu'on a depuis notre arrivée en 2021, c'est la chaise qui nous rappelle de prendre des décisions pour les générations futures. Je souligne la présence aussi de Jackie Smith, qui est conseillère municipale dans Limoilou, de Clément Laberge, chef de cabinet du maire, qui a eu l'idée de cette chaise-là. Et c'est pas juste fake. On le met pas dans le milieu de la salle pour se faire croire qu'on pense aux générations futures. On le fait parce qu'on y croit vraiment. Mais les générations futures, c'est aussi les enfants qui habitent actuellement dans le district. On l'a vu, il y en a nombreux à l'École des Neiges qui ont fait des dessins, qui nous ont acheminé des dessins. Mais ces enfants-là, dans quelques années, vont avoir besoin de se loger. Ils vont avoir besoin de travailler, puis ils vont avoir besoin d'être capables de se trouver un endroit pour vivre à Québec. Dans plusieurs villes nord-américaines, Vancouver, Toronto, même Montréal, les gens habitent à 1h30 de leur travail et à tous les jours se tapent cette route-là. Et on le sait, un des pires impacts pour l'environnement, c'est la libération des GES. On a aussi besoin d'entreprises qui vont être capables de rester à Québec. Parce que le développement durable, cette chaise-là, c'est la chaise du développement durable, c'est le développement économique, c'est le développement social, ça veut dire avoir des jobs, être capable de travailler à Québec, d'élever ses enfants à Québec et de grandir à Québec. Excuse-moi, je pense pas que c'est la chaise du développement durable. Non, la chaise des générations, je l'ai nommée tantôt. Parfait. Mais c'est une chaise qui porte les principes. Pas de développement durable. Bon, pardon.
Donc, je vais peut-être vous laisser l'expliquer. Mais en fait, c'est une chaise qui nous amène à penser aux générations futures dans l'aménagement et dans les décisions qu'on prend. Donc, je ne l'ai peut-être pas nommé de la bonne façon, ce n'est pas la chaise du développement durable, c'est la chaise des générations, en fait, c'est comme ça que nous, on l'appelle, mais pour permettre aux générations futures de continuer à vivre et à grandir à Québec. Oui, il faut protéger les boisés, puis ce qu'on veut faire ce soir, c'est justement vous proposer une cible ambitieuse. Je ne la nommerai pas, je vais laisser les gens de la Ville la nommer. Mais on ne veut pas arriver avec un projet qui va faire en sorte qu'on va développer 100% de ce boisé-là. On a une cible, on va vous la nommer, et c'est à partir de cette cible-là qu'on va devoir travailler. Parce que le statu quo n'est pas possible. Un plan particulier d'urbanisme, bien, ça va nous permettre de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme milieu pour les générations futures, justement. Est-ce qu'on veut un éco-quartier? Est-ce qu'on veut des parcs? Est-ce qu'on veut des écoles? Est-ce qu'on a besoin de pistes cyclables? Est-ce qu'on a besoin de développer des énergies vertes? Est-ce qu'on veut travailler de la géothermie? On veut des entreprises innovantes. Puis de l'industriel, c'est pas toujours une grosse bâtisse avec des cheminées qui fument. L'industriel, ça peut être des serres urbaines, ça peut être des entreprises en innovation, en technologie. Le terme industriel fait peur, j'en conviens, mais c'est aussi nos entreprises de Québec qui ont de la visibilité partout dans le monde, qui cherchent à se développer et à grandir ici aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. On va vous présenter les cibles. On va vous demander, je vous demande de rêver ce secteur-là, pas juste en étant en mode protection 100% du boisé. Il faut arriver à avoir une cible de conservation, mais surtout une cible de conservation qui va être définitive. Parce que la pression sur ce terrain-là, elle est permanente depuis 20 ans et elle va continuer à être là si on n'arrive pas à y mettre un zonage qui va permettre de le protéger jusqu'à la fin des temps, je vais dire ça de même. Parce qu'actuellement, si on ne fait rien, ce terrain-là demeure un terrain 100% privé qui pourra se développer dans les prochaines années. On veut travailler avec vous à le protéger dans un premier temps en permettant un développement raisonnable et une conciliation du développement et des protections des milieux naturels. C'est ce à quoi je m'étais engagée, puis c'est ce à quoi je crois toujours, puis je pense que vous êtes tous ici un peu dans le même but. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci aux gens de Mère au Front d'être venus déposer cette chaise-là. Je vous ai manqué à l'Hôtel de Ville hier, mais contente que vous soyez là ce soir. On veut entendre tout le monde. C'est un débat démocratique. On veut entendre les idées de tout le monde. Donc, la soirée est lancée. Okay. Oui, bonsoir. Je vais vous expliquer brièvement le concept de Mère au Front. C'est un mouvement qui est parti de Mère au Front, la chaise des générations qui est partie du mouvement de Mère au Front. Cette chaise-là est destinée à aller dans tous les lieux de décision, que ce soit les conseils de ville, l'Assemblée nationale, tous les endroits où des décisions d'aujourd'hui auront un impact dans 10, 15, 20, 30 ans sur les générations futures, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants. Quelle qualité de vie vont avoir, la qualité de l'air. On sait que la canopée régresse de plus en plus, donc c'est une chaise environnementale. C'est une chaise sur la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. En gros, c'est ça. C'est complet? C'est pour vous. Été décoré par les enfants de Deschâtel. Ça a commencé à l'atelier 256, ça s'est promené d'équipe en équipe dans les maisons. Voilà. Parfait, bien merci beaucoup. On accueille bien évidemment la chaise des générations. Ça va être beau? Ah oui, ben c'est ça. En fait, mon micro est un peu fort. Donc, maintenant, en fait, après l'introduction de la chaise, je demanderai aussi à Mme Mélissa Coulombe-Leduc de prononcer quelques mots. Elle est la responsable d'urbanisme, puis particulièrement, elle est responsable de la démarche de participation publique pour le PPI du secteur Chauveau. Allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais être très, très brève. Je vais revenir en mot de conclusion davantage à la fin de la soirée. Simplement vous dire... donc, on est en atelier participatif ce soir pour venir commencer en fonction de la présentation, dans le fond, qui va vous être faite par les équipes, commencer à planifier, dans le fond, ce territoire-là. Le plan particulier d'urbanisme, ça a été dit, ça va être dit dans la présentation qui va vous être faite, c'est un outil
pour définir la façon dont on conçoit le développement d'un territoire, donc développer une vision. Puis quand je dis développement, ça peut aussi être de la conservation, bien sûr. Donc, comment on voit le développement d'un territoire donné quand il y a une multiplicité de besoins qui doivent être conciliés dans un secteur donné. Et ensuite de ça, cette planification-là, cette vision-là découle, je vais dire, va ruisseler en règlement, donc devenir un cadre normatif qui va devoir s'appliquer pour la suite des choses. Donc, je veux que ce soir, on développe une vision, en fond, en fonction de ce qui va nous être présenté, mais je veux vous dire que ça va devenir un cadre réglementaire pour la suite des choses, pour déterminer la façon dont on veut développer le site. Je veux quand même revenir sur des éléments qui ont été nommés là, juste avant. On doit penser, certes, le développement de notre secteur. Il y a des enjeux qui dépassent largement les enjeux du secteur qu'on a devant nous ce soir. Des enjeux d'habitation qui vont être nommés. On a des besoins en termes de logement. Marie-Josée le nommait. Nos enfants, nos grands-parents, nos parents, quand ils doivent quitter, vendre la maison, c'est devenu trop grand, difficulté d'entretenir. Bref, pour nous, comme ville, pour continuer à grandir, on a des besoins en habitation. On sait aussi qu'à Québec particulièrement, les émissions de GES, c'est 70 issues du transport. 40 quelques pourcents à l'échelle du Québec, mais 70 à l'échelle de Québec seulement. Donc, il faut avoir ça en perspective aussi. On a pris l'engagement ferme comme équipe de ne pas élargir le périmètre d'urbanisation. Québec est déjà sinon la ville la plus étalée au Canada actuellement. Il faut avoir ça aussi en perspective ce soir. Donc, bref, je m'arrête ici. Je vais revenir en conclusion, mais on a une formidable opportunité devant nous, une opportunité qui n'existait pas il y a 2 ans et demi. Donc, une opportunité de venir rêver un secteur en se donnant des cibles ambitieuses de conservation. Et toutes les opinions, je veux quand même le dire, se valent ce soir. On reçoit avec beaucoup de positivisme, je vais vous dire, les affiches, la chaise des générations ici ce soir, parce que on pense que c'est la bonne place pour exprimer ces opinions-là. C'est compatible avec la démarche. Ça vient légitimer aussi le fait qu'on soit tous ici ce soir ensemble pour venir rêver ce site-là. Donc, merci de saisir cette opportunité en très grand nombre. Puis, Marie-Josée et moi, ça va nous faire plaisir de faire le tour des tables ce soir. Dans la nervosité, j'ai complètement oublié de remercier les gens, les amis du Boisé des Châtelles et les membres du conseil de quartier des Châtelles pour votre engagement dans les dernières semaines. Le stress est présent, je ne vous le cacherai pas, très fébrile. Donc, merci, j'avais oublié de le mentionner. Puis merci aussi à toutes les équipes de la Ville qui sont là. Parfait, bien, merci beaucoup. Donc, le temps file, je vais faire ma petite partie d'introduction, puis on va se lancer dans une présentation par la suite. On parle beaucoup d'ambition, pour rappeler que ce soir, on voulait avoir un maximum de gens. C'est aussi pour ça, en fait, on a eu beaucoup de gens. Hein? Donc, il va y avoir un deuxième atelier, le même atelier qui va se tenir le 26 mars. Puis, il va y avoir également un formulaire en ligne pour les gens qui ne peuvent pas être présents avec nous ou la semaine prochaine, ce soir. Juste pour rappeler rapidement, mais pour diffuser la rencontre de ce soir, il y a quand même eu un communiqué de presse. Il y a eu 5000 invitations qui ont été envoyées en porte-à-porte. Des envois courriels à des listes d'abonnés, diffusion sur les écrans de la ville, site web et les actualités d'arrondissement. Juste nous rappeler aussi qu'il y a une démarche de participation publique qui est en cours. Comme on le sait, on est au début, on est dans une phase de dialogue citoyen. Je veux qu'on mette quelque chose au clair dès le départ ce soir. Il n'y a pas de décision prise à l'avance. On est à l'écoute ce soir. Justement, pour le bon déroulement des échanges, là, on va demander à tous de rester toujours, évidemment, courtois. J'ai très confiance en vous. On va aussi demander de respecter les temps de parole qui sont alloués. On est entre 130 et 150 personnes ce soir, puis le temps file, donc ça se pourrait qu'à des moments, j'ai à intervenir justement pour mettre fin à un temps de parole. Petite consigne particulière, je demanderais aussi d'éviter les applaudissements pour ce soir. On pourra garder les applaudissements pour la fin. On n'est pas dans un débat avec des gagnants ou des perdants.
On est ici dans un climat d'échange, puis ça prend un climat propice pour ces échanges-là. Toutes les opinions se valent, là, comme le dit Mélissa ici. Objectif de la rencontre, d'un côté, on veut vous présenter l'état de la réflexion dans lequel on est pour l'élaboration du PPU. On va entendre vos propositions ce soir aussi concernant différents volets, bien évidemment les corridors de biodiversité, la question de la protection des milieux naturels, milieu de vie et de travail, transport et mobilité. On a prévu différentes activités d'échange ce soir. Merci Guillaume. Donc, ça va être une soirée assez rythmée. Quand je parle de respect des temps, on va avoir une première petite activité d'échange sur les corridors de biodiversité, une première plénière. Ensuite, deuxième activité sur les milieux de vie et de travail. On va y revenir plus en détail. Et enfin, vers 21h05, ça commence à être tard, on le sait. Donc, on va avoir la question du transport et mobilité durable pour une heure de fin prévue à 21h45. Avec quoi on ressort d'ici ce soir? On veut sortir avec des propositions citoyennes qui vont alimenter les réflexions de la Ville pour en arriver à une proposition préliminaire d'aménagement pour le mois de juin. On a chacun un rôle ce soir. Évidemment, il y a des experts de contenu. Il y a mes collègues ici, je vais les présenter tout de suite. Conseillers en urbanisme, conseillers en environnement. Puis, il y a aussi le rôle des citoyens. Vous êtes nos experts sur le terrain. C'est vous qui connaissez les réalités de votre quartier. Donc, on vient finalement mélanger ces expertises-là ce soir. Voilà. Autre petit rappel, évidemment, il va y avoir un rapport de consultation qui va être produit à la suite de cette rencontre-là. Je vise une publication des rapports de consultation pour cette première étape plutôt vers le mois de mai. Et en fait, pour que vous sachiez, la séance de ce soir, elle est filmée, elle va être rendue disponible en ligne dès demain. Si vous avez un petit malaise par rapport à ça, juste savoir que la caméra est là-bas, puis il y en a une ici. Enfin, vous pouvez nous contacter si jamais vous avez un malaise à ce que votre image apparaisse. Voilà, sans plus tarder, en fait, je pense qu'on peut se lancer dans une première présentation, la grande mise en contexte. Je vais donc inviter Guillaume Langevin, qui est conseiller en urbanisme au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Et puis, par la suite, il y aura Mme Julie Deslandes, qui est conseillère en environnement pour le volet des milieux naturels. Guillaume? Merci, Alexandra. Attendez un peu, je vais ajuster le micro. Donc, ça a été expliqué pour le plan de déroulement de la présentation, qui se veut également être le plan de déroulement de la soirée. Ça va être une présentation dynamique qui va être qui va intégrer divers ateliers, comme a été mentionné par ma collègue. Donc, comme aussi Alexandra l'a mentionné, l'activité d'aujourd'hui fait partie de différentes étapes de consultation. La première étape, qui était l'étape d'information, a eu lieu dans le cadre d'un point d'information au Conseil de quartier le 30 janvier dernier, qui était un point d'information pour expliquer la démarche de consultation, donc l'ensemble de l'œuvre que vous voyez présentement sur la diapositive. Donc, actuellement, on est dans la démarche dialogue citoyen. Donc, il y a eu une première activité le 22 février dernier qui impliquait des consultations ciblées avec des experts en environnement, donc pour discuter justement de tout le portrait environnemental. Donc, aujourd'hui, on se retrouve vraiment à l'étape qui est dans l'encadré rouge, donc l'atelier d'échange avec le public qui sera suivi dès demain par le questionnaire en ligne. Devra le tout culminer avec un bilan des consultations dans l'horizon du mois de mai. Après la troisième étape, ça va être l'étape des orientations préliminaires, donc on pourrait dire de l'aboutissement de la vision. Donc, il va y avoir un atelier d'échange avec le public en regard à cette vision d'ensemble du site, qui sera, on pourrait dire, le bout de la démarche de consultation, de recueillement des besoins auprès du public notamment. Ces orientations préliminaires seront soumises, il y aura une période de consultation publique, écrite, je veux dire, qui suivra justement ce dépôt de ces orientations préliminaires, pour après entamer la quatrième étape, qui va être la démarche officielle d'élaboration du PPU. Donc, tout ce qui est régi par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sous l'acronyme LAU qu'on appelle. Donc, c'est vraiment la consultation officielle. Donc, il va y avoir tout le volet réglementaire qui va accompagner cette démarche. Il va y avoir toutes les nouvelles activités de consultation publique, des nouvelles consultations écrites, pour amener en cinquième étape à toute l'étape finale, à l'adoption et l'entrée en vigueur du PPU. Donc, les objectifs propres de la rencontre, rapidement, c'est de donner un avis donc, sur les propositions qui seront soumises aujourd'hui, donc en regard d'une proposition de milieu naturel à conserver
Également sur des propositions pour l'aménagement de milieux de vie et de travail et finalement sur la planification des déplacements sur le site et pour connecter avec son contexte. Et également pour contribuer à les réflexions, donc à collecter des informations pour aider là, justement à alimenter, à continuer la réflexion en matière justement des milieux de vie et de travail attractifs et de qualité qu'on souhaite implanter, aux besoins et services complémentaires qu'on souhaiterait justement implanter dans le quartier et finalement toute la question bien sûr du transport et de la mobilité là, dans le secteur, mais la mobilité au sens large, donc tous les modes de transport actifs, transport en commun et bien sûr là, routier. Donc, au niveau de la mise en contexte, après on va parler, donc le territoire de planification, on vous le présente. Donc, celui-ci est conçu d'un ensemble de terrains qui est délimité là, au nord par les milieux résidentiels bordant le boulevard Sainte-Claude, au sud par les terrains de l'espace d'innovation Chauveau phase 1, à l'ouest par l'autoroute Henri IV et à l'est par le boulevard Couture et l'ensemble des milieux résidentiels et l'école Notre-Dame-des-Neiges qui la compose. Ce site fait un peu plus de 2 km², soit 200 hectares. Donc, c'est une grande superficie de terrain. Donc, débutons avec un bref historique de l'évolution du secteur. En 1948, l'ensemble de la banlieue actuelle, telle qu'on la connaît, était en réalité là, un milieu agricole qui correspond à la plaine fertile de la vallée du Saint-Laurent. Les terres étaient rattachées à l'époque au boulevard de l'Ormière, tel qu'on le connaît. Là, donc, c'était vraiment une route principale importante. Donc, la majorité, c'est ça, des lots étaient cultivés. On peut constater, là, je pourrais peut-être utiliser le pointeur laser, là, qu'il y avait certaines poches, excusez-moi, des îlots, plutôt je devrais dire, là, de milieux boisés. Donc, ils sont toujours perceptibles aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, en 1963, il y a eu aussi les premières ouvertures de rue qui est possible d'avoir, surtout dans la portion nord. Il y a eu l'implantation de la ligne hydroélectrique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est localisée là, plus dans la portion sud. On ne voit pas le pointeur, bon. Je vais la ressortir, qui est juste ici dans la portion sud. En 1985, on continue, donc c'est le développement urbain qui continue là, à prendre de l'expansion. Justement, puis il y a une forme de par ce développement urbain, il y a les activités agricoles qui cessent, donc une restauration des milieux naturels qui se fait progressivement. On voit aussi en 1985 l'implantation de l'autoroute. En 1995, la différence, c'est qu'on constate vraiment la consolidation de la trame urbaine, donc la ville là, qui s'est développée au pourtour du site. Donc, on continue toujours dans l'évolution du secteur. Comme élément important, c'est que depuis 2005, le secteur est inclus à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit depuis l'entrée en vigueur du PDAD, soit le plan directeur d'aménagement et de développement de la nouvelle ville de Québec, une nouvelle ville issue des fusions municipales qui a eu lieu en 2002. Donc, depuis au moins 2005, le site là, est voué là, justement à du développement. Comme ça a été mentionné en trait de jeu, pour du résidentiel industriel, ça a évolué beaucoup là, à travers les années. Il y a eu aussi en 2015, bien sûr, l'aménagement de l'ouvrage de régulation des crues du ruisseau Montchâtel, qui est localisé tout juste aux abords de l'autoroute Henri IV. En 2018 aussi, il y a eu l'amorce du développement de la phase 1 de l'espace d'innovation Chauveau. Et finalement, en 2020, avec l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. L'agglomération de Québec, ça comprend les villes de Québec, Saint-Augustin et Ancienne-Lorette. Mais le site, l'ensemble du site était voué là, à accueillir les besoins en matière industrielle là, pour les prochaines années. Voici, dans la présente illustration, là, un concept de développement qui a été proposé justement en 2021. Ça a été référé tantôt d'entrée de jeu. Donc, on peut constater que ce scénario-là était vraiment là, ancré ou axé, plutôt je devrais dire, sur un développement maximal du site. Comme ça a été mentionné, le promoteur a accepté d'entreprendre une démarche de conciliation pour réaliser un développement qui répondra aux attentes de conciliation, notamment en matière de conservation des milieux naturels, que ce soit les milieux humides, milieux boisés, les composantes hydriques qu'on retrouve dans le secteur en question. Donc, continuons avec l'aménagement du site, mais avec une projection dans le temps. Donc, en 2017, bien sûr, il y a le début de la planification du site, en regard au développement de la phase 1 de l'espace d'innovation Chauveau,
qui s'est culminé justement en 2018 par les travaux d'ouverture de rue du boulevard John Salmon tel qu'on le connaît, le développement des terrains de part et d'autre. En 2021, il y a eu l'aménagement du bassin de rétention de l'Astrolabe, qui se veut vraiment être un bassin là, intégré dans son milieu. Alors, on va dire c'est au-delà uniquement d'un ouvrage de rétention, un ouvrage civil. C'est vraiment un ouvrage là, qui a pris soin d'être intégré dans son milieu par la plantation d'arbres, de végétaux, d'aménagement de sentiers, etc., pour assurer là, justement sa pleine intégration dans le milieu. Il y a aussi eu, comme élément marquant en 2023, l'adoption du projet de PRMHH dans le plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération de Québec, qui est venu identifier le site Chauveau comme étant un milieu là, important nécessitant une conciliation pour viser justement de la conservation des milieux humides. En 2024, on est à l'étape actuelle, donc c'est tout le lancement de la démarche des PPU et on est en plein dedans là, pour les prochains mois, donc toutes les activités qui vont s'en suivre. Et pour arriver, on se projette en 2035, qui se veut être une année qu'on prévoit pour la réalisation complète du PPU. Donc, tout l'aspect aménagement et développement là, du site, c'est sûr que ça, c'est en fonction de l'évolution des marchés et des besoins, mais on pourrait dire en fonction des connaissances actuelles qu'on pourrait dire qu'en 2035, là, la vision qu'on va se donner pourrait être pleinement réalisée dans cet horizon. Donc, on va remettre en contexte le site Chauveau à l'intérieur de la dynamique là, de l'agglomération de Québec. Donc, on le voit, puis je pense que je vais réutiliser le pointeur laser à nouveau. Désolé pour les manipulations, pour être sûr qu'on le voit bien, là. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici délimité en noir, là, juste ici. Donc, c'est ça. Comme je le disais, l'agglomération de Québec, c'est conçu de la ville de Québec, Ancienne-Lorette et Saint-Augustin. En titre de rappel, le schéma d'aménagement, ça définit les affectations que l'on souhaite pour l'ensemble du territoire en fonction des orientations, des projections, etc. Donc, ça établit vraiment les lignes directrices de l'organisation physique que l'on souhaite du territoire. À l'époque, en fonction de la connaissance des besoins que l'on avait, le site avait été défini pour accueillir des besoins industriels. Bien sûr, le tout évolue et comme on le mentionne depuis un certain moment, le tout évolue en fonction d'intégrer et de conserver nos milieux humides, nos milieux boisés, etc., d'intérêt sur le site, mais également pour considérer les besoins en matière d'habitation. Donc, pourquoi développer sur le site Chauveau? C'est sûr qu'on est dans une dynamique beaucoup plus globale qu'uniquement à l'intérieur des limites de la Ville de Québec. Tout d'abord, pour limiter l'étalement urbain vers la périphérie. Ça a été mentionné d'entrée de jeu, le transport, c'est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, autant pour nos ménages que pour nos entreprises, nous sommes dans une dynamique justement plus globale où, à défaut d'avoir de l'espace pour les accueillir, ils doivent s'établir toujours de plus en plus loin. Donc ça nécessite par le fait même des distances plus longues de transport, donc plus de gaz à effet de serre. Ça ne permet pas d'optimiser nos infrastructures, autant routières, autant en transport en commun qu'autant au niveau des services publics. Par exemple, une municipalité plus éloignée qui accueille plus de développement, souvent son usine de traitement des eaux n'est plus suffisante, souvent ils n'ont pas les moyens, donc ça nécessite vraiment que la société doive contribuer. Donc ça a des coûts au niveau environnemental, mais au niveau de la société également, de supporter cet étalement urbain. Également, on est dans une dynamique où on veut pouvoir retenir et accueillir nos familles également sur le territoire. Les besoins sont pas juste pour les familles, mais notamment pour les familles. C'est sûr qu'actuellement, on a de la misère justement à répondre à leurs aspirations, à leurs besoins. Donc, le site de Chauveau, ça serait un site qui serait là, justement là, bien désigné pour pouvoir les accueillir parce qu'il y a des services à proximité. On pourrait créer des milieux de vie dynamiques et intéressants pour ces familles, justement. Des milieux de vie de qualité parce qu'on va laisser place, justement, à la conservation de la nature. Puis aussi, on peut faire différemment aussi ces milieux de vie-là pour les familles. Est-ce qu'on peut revoir le modèle, le fameux bungalow, le cottage? On sait que ça nécessite beaucoup d'espace. Aussi, il y a des coûts aussi qui sont de plus en plus difficiles à assumer pour les familles. Est-ce qu'on peut faire un développement plus compact pour pouvoir les accueillir, ces familles, justement, et créer des milieux de vie plus intéressants par le fait même? Et bien sûr, puis ça a été dit aussi d'entrée de jeu, le statu quo est plus possible pour le site. Actuellement, oui, c'est un milieu naturel, mais qui est comme en ballottage. Mais justement, cette démarche-là va permettre de formaliser la conservation des milieux naturels, mais aussi de permettre et d'assurer et de pérenniser l'accès public à ces milieux et de protéger et mettre en valeur ces milieux naturels-là, tout en balisant les activités que l'on souhaite retrouver justement dans ces secteurs de conservation.
Donc, si on revient sur la question du logement, hein, de ce temps-ci, on entend beaucoup parler dans les médias. Il y a une situation très particulière, je dirais que ce n'est pas juste propre à la Ville de Québec, mais qui est aiguë à l'échelle de la Ville de Québec. En fonction des données de 2023, la région de Québec est la première quant au plus faible taux d'inoccupation des logements. Ça, ce n'est pas un titre glorifique. C'est qu'actuellement, on est à égalité avec la région de Vancouver comme ayant le plus faible taux de disponibilité des logements. Là, concrètement, le taux est de 0,9 %, en dessous de 1 % de taux d'inoccupation, donc de disponibilité de logement, soit le plus bas, plutôt je devrais dire, depuis 2010. Juste par comparaison, il était de 1,6 % en 2022. Quand on parle de seuil d'équilibre, celui-ci est fixé à 3 %. On juge qu'un taux de 3 % permet d'avoir un bagage de disponibilité suffisant de logement pour assurer ou répondre aux besoins courants. Et si on va de façon plus spécifique, le taux d'inoccupation est d'environ de 1 % qui était fixé en 2023, pour les logements locatifs à un loyer moyen sous les 1 000 $. Donc, tout ce qu'on parle de logements abordables, donc on voit que le taux d'inoccupation est aussi très critique à ce niveau. Donc, en regard justement à ce contexte de crise de logement, il y a un plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation échelonné sur 3 ans qui a été élaboré. Ça a été annoncé et présenté publiquement ces derniers mois. Ça vise justement à accélérer la réalisation des logements, des 80 000 logements qu'on projette d'ici l'horizon de 2040 pour répondre à cette crise-là. Il faut accélérer le rythme de réalisation des logements. Cependant, accélérer le rythme de réalisation, ça ne veut pas dire de le faire de toute façon. Il faut le faire afin de favoriser la construction de logements, oui, mais de façon constructive et en tenant compte de l'ensemble des besoins. En voulant dire, justement, l'ensemble des priorités qu'on a au niveau de la ville, soit de tenir compte des besoins en matière de biodiversité, de considérer la lutte au changement climatique. On vise aussi une forme de densification, mais pour tous les types de milieux, pas uniquement de la densification pour de la haute densité, mais aussi densifier notre modèle de bungalow et cottage également, comme je le disais, mais qui répond tout de même aux aspirations des familles. Mais aussi, justement, vu qu'on parle d'un modèle plus compact, peut-être moins d'espace privatif, donc la cour arrière pour chaque unité, est-ce qu'on pourrait plutôt déployer davantage de milieux publics, vraiment intéressant pour les familles, puis pour l'ensemble de la population, assurer l'accessibilité universelle, mais aussi l'inclusion sociale pour que tout l'ensemble des ménages aient également réponse à son besoin en logement, mais également prévoir l'ensemble des besoins en matière de mobilité. Donc, de prévoir dès la planification les besoins pour tous les modes, actifs, transport en commun notamment. Donc, peut-être vous posez la question, pourquoi 80 000 logements? Bien, c'est en fonction de la croissance démographique qui est anticipée d'ici l'horizon de 2040. C'est pour viser un taux d'équilibre constant de 3 % pour tenir compte de l'effet d'attraction. La ville est attractive et pour aussi prévoir l'accueil des travailleurs temporaires qu'on a besoin pour nos entreprises, pour nos services, etc., puis aussi les étudiants étrangers, etc. Donc, c'est en fonction de tous ces besoins-là, ces projections-là qui a été établi le nombre de 80 000 logements. En regard aux besoins d'espace industriel et d'innovation, actuellement, le portrait du territoire, c'est qu'il y a 28 zones et parcs industriels et d'espaces d'innovation sur le territoire de la Ville de Québec pour une superficie de 23 millions de mètres carrés. Ça accueille plus de 3 800 entreprises pour 6 000 emplois. Actuellement, on a aussi un problème de disponibilité, moins de 3 % de disponibilité de terrain pour l'espace industriel et d'innovation en janvier 2024. Sûrement qu'à ce moment-ci, le taux n'est pas meilleur et s'est empiré. Donc, actuellement, si on a une entreprise, je pourrais donner l'image de Simons, on sait que l'espace d'innovation Chauveau a accueilli Simons en phase 1. Bon, bien, si un nouveau Simons de ce monde, qui est un joyau de la Ville de Québec, a besoin d'un nouveau site pour répondre à ses besoins de croissance, mais actuellement, on a un enjeu pour pouvoir l'accueillir. Et ça serait vraiment navrant à titre de société de perdre justement ces entreprises au profit d'une autre municipalité ou de la périphérie avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Donc, en regard justement à ces besoins industriels-là, celui-ci a été chiffré à un besoin de 3 millions de mètres carrés à l'échelle de la Ville pour l'horizon de la prochaine décennie, donc d'ici 2030. Donc, afin justement, on parle beaucoup de densification au niveau résidentiel,
mais on en parle moins au niveau industriel. Mais il y a une stratégie qui a été déployée en 2022, qui est la vision justement de développement des espaces industriels et d'innovation, qui vise 3 stratégies. La première, c'est les terrains encore disponibles, et ceux qui seraient à desservir en aqueduc et d'égout, de venir combler ces vides-là justement à l'intérieur de nos espaces industriels et d'innovation. En deuxième volet, d'optimiser nos parcs industriels, justement le volet de densification. Est-ce qu'il y aurait des propriétés actuelles qui ont trop d'espace, qui pourraient être subdivisées pour acquérir une nouvelle entreprise? Il y a également un autre volet de révision du cadre réglementaire afin de permettre aux entreprises existantes de pouvoir prendre l'expansion. Actuellement, il y a ces entreprises qui relèvent que le cadre réglementaire actuellement est restrictif, donc ça les contraint, en certains cas, à devoir déménager, à se trouver un nouveau site, un nouveau terrain. Mais là, pourquoi pas se donner de la souplesse et donner la possibilité à nos entreprises de pouvoir prendre l'expansion au sein même de leur localisation actuelle. Donc, mais malgré ces 2 premières mesures-là, il demeure qu'on a besoin de nouveaux espaces pour répondre aux besoins de croissance, donc de développer de nouveaux espaces, mais en développant différemment, en tenant compte des composantes naturelles présentes sur ces sites en question, notamment en regard au site de l'espace Chauveau. Je vais laisser la parole à ma collègue Julie qui va vous introduire le PRMHH. Bonsoir. Donc, on parle de besoins de développement, mais également ici de besoins de conservation. Le plan régional, c'est quoi? En fait, c'est vraiment un document stratégique là, qui vise à mieux intégrer la conservation des milieux humides et hydriques au niveau de l'étape de planification de l'aménagement du territoire. Fait que je pense qu'on est vraiment dans cette perspective-là ici, pour faire en sorte vraiment là, que le développement soit beaucoup plus durable et structurant et qui considère là, vraiment en amont là, les milieux naturels qui sont présents sur ces espaces-là. Donc, c'est vraiment une obligation légale là, qui a été confiée au MRC du Québec. J'ai de la misère avec mon petit pointeur. Oui. Tu veux continuer, je te l'envoie. Okay. Donc, en octobre de l'année passée, l'agglomération de Québec a adopté son projet de plan régional. En novembre dernier, on a réussi à obtenir là, la lettre de recevabilité là, du gouvernement. Il y a vraiment là, une analyse qui est faite là, au niveau des différents ministères là, qui a été réalisée. En fait, on a eu un rapport d'analyse en février. Là, vraiment, c'est tout récent pour nous indiquer, faire certaines recommandations, certains commentaires, en fait, là, qui sont très minimes là, pour vraiment répondre là, aux exigences du gouvernement. Et l'approbation, là, suite aux petites corrections, l'approbation ministérielle viendra. Et une adoption officielle aussi sera faite par la suite. Lorsqu'on parle des milieux humides et hydriques, c'est quoi? Je vais essayer de vous simplifier ça. C'est vraiment des milieux dans lesquels il y a de l'eau. Il y a de l'eau de façon permanente ou temporaire. Mais de façon assez longue pour affecter les sols. Donc, on retrouve là, certaines caractéristiques là, au niveau des sols qui sont typiques là, de la présence d'eau. Et on retrouve également des plantes particulières dans ces milieux-là. Pour le volet hydrique, évidemment, on parle des lacs, des cours d'eau, les fleuves, mais aussi les zones inondables là, de ces milieux. Au niveau de la planification qui a été réalisée dans le plan régional, vous avez vu des cartes. Pour le secteur Chauveau, c'était vraiment une cartographie qui a été réalisée par une approche de première approximation. C'est-à-dire que c'est vraiment une photo-interprétation qui a été réalisée pour délimiter les milieux humides là, sur ce secteur-là. Pour procéder à une planification, c'est certain qu'on doit mettre nos bottes, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a une méthode là, qui est prescrite par le gouvernement. Là, vous voyez la petite image là, du guide. Là.
qui vient vraiment là, décrire qu'est-ce qu'il faut regarder sur le terrain pour définir, caractériser, bien délimiter là, ces milieux humides et hydriques. Donc, vous allez voir différentes cartes. Là. En fait, vous allez voir la première carte du plan régional, puis ensuite celle là, suivant l'inventaire détaillé. Si on revient au plan régional, c'est vraiment un outil clé qui a percolé, dans le fond, dans le schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Il y a certaines orientations, des objectifs de conservation, des cartes, des actions qui ont été introduites dans le schéma d'aménagement pour favoriser la conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire. Lorsqu'on parle d'orientation, je vous en nomme quelques-unes ici. Là. Donc, réaliser des développements qui minimisent leur impact sur l'environnement et valorisent les caractéristiques naturelles du site. Favoriser la conservation, la pérennité des milieux humides et hydriques dans les espaces développés. Conserver des grands noyaux de milieux interconnectés plutôt que des petits îlots vraiment là, séparés. Et valoriser les bienfaits là, qui découlent de la présence de ces milieux-là, autant pour les citoyens que pour la biodiversité. Donc, vous voyez la carte là, qui a été présentée dans le plan régional là, par rapport au secteur Chauveau. Il y a deux couleurs d'orangé pour identifier les milieux humides sur ce site-là. C'est vraiment des grandes superficies de milieux humides. C'est à peu près 50% de la superficie du site qui est en milieu humide. Donc, il y a vraiment des enjeux particuliers là, au niveau de la planification de ce secteur-là. Et dans le plan régional, ce qu'on est venu dire, c'est que c'est un site qui devait faire l'objet de conciliation. Donc, la planification de l'aménagement du site devait être complétée. Et pour ce faire, bien, la Ville de Québec devait identifier vraiment des mesures particulières pour orchestrer là, un développement qui est adapté à la présence de ces milieux-là. Donc, c'est exactement là, la démarche qu'on fait aujourd'hui avec le PPU. Donc, je continue avec la présentation. Donc, ce soir, on annonce la volonté ferme d'atteindre une cible ambitieuse de conservation d'entre 60 et 70 % pour le site Chauveau. On parle de 70 % du territoire du site Chauveau tel qu'il vous a été présenté là, d'entrée de jeu dans le contexte. Donc, en exemple, ce que ça correspond, si on se met à une échelle de comparaison simple, pour une superficie de 100 hectares, on sait que le site en fait 200 hectares, là, cela signifie que dans 60 à 70 hectares, bien, ça va être voué à la conservation, donc va être protégé de tout développement, et donc ça va assurer leur conservation et leur mise en valeur. Donc, on est conscient que c'est une démarche. C'est un important exercice, une démarche ambitieuse qui va nécessiter de la conciliation et de la prise en considération des différents intérêts, mais notamment de la conservation et la mise en valeur des milieux naturels, notamment en regard des milieux humides, de viser et de respecter l'atteinte de la conservation et de la mise en valeur de 98 % des milieux humides d'intérêt du territoire de l'agglomération, de prendre en considération les besoins de la population en matière d'habitation et en espace industriel, mais également les droits et les besoins du promoteur et propriétaire, hein, comme on l'a dit, c'est un site pas privé pour l'essentiel du site de Chauveau. Donc, comment qu'on va s'y prendre pour arriver à cette fin? Bien, c'est en développant autrement. Concrètement, que ça se décline en 3 étapes. La première, c'est de s'asseoir sur une base de l'aménagement, donc d'inverser le paradigme, en voulant dire d'inverser la manière de faire en allant identifier les corridors de biodiversité et de mise en valeur. Donc, de venir identifier les espaces qui vont être voués à la conservation, donc tous les éléments naturels d'intérêt, donc les boisés, les milieux humides, les éléments hydriques qu'on souhaite comme éléments structurants pour le territoire. Par la suite, ça va permettre d'identifier les espaces de conciliation, donc qui nécessitent un choix entre la conservation et le développement.
pour, par la suite, continuer toujours dans le cheminement, arriver à l'étape 3, qui est vraiment de désigner les zones ou les territoires plus propices pour accueillir un développement structurant. Donc, ça a été mentionné d'entrée de jeu, l'outil qui a été désigné est le PPU, donc le plan particulier d'urbanisme. C'est un outil parmi tant d'autres que la Ville dispose pour son développement. Cependant, ça va être l'outil le plus pertinent dans le contexte parce que c'est une planification à plus petite échelle. Donc, on sait que c'est un site particulier, donc il nécessite vraiment cette planification plus particulière en tenant compte de l'ensemble des besoins et des intérêts et du portrait du site, permet d'énoncer une vision d'ensemble pour ce secteur, d'assurer une cohérence, une prévisibilité, justement. Donc, on va se donner un plan d'ensemble pour le site, mais aussi de se donner un horizon pour le réaliser. Tout ça va être ensaché dans un plan et aussi dans tout son volet de mise en œuvre avec le volet réglementaire. Ça va présenter des orientations et des objectifs clairs d'aménagement, justement, qui vont être intégrés dans ce document. Et justement, pour assurer cette mise en œuvre, je me répète là, mais c'est tout le volet, la mise en œuvre va se passer justement par le volet réglementaire, donc de modifier nos outils de planification. On l'a fait tantôt référence, le schéma d'aménagement de l'agglomération, le PDAD, donc le plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec, mais également au niveau zonage, donc qui permet les usages, etc. Parce que l'aspect conservation, c'est un zonage également, parce qu'on veut la conservation des éléments naturels du site. Donc, sur le territoire de la Ville, il y en a déjà des PPU. On a 3 exemples en bas de la diapositive, mais actuellement, c'est pour des territoires déjà habités qui nécessitent de la requalification. Pour la Ville de Québec, c'est sa première expérience pour un milieu à aménager, à développer. Donc, mais comme on le dit, c'est le meilleur outil là, pour justement baliser et tenir compte de l'ensemble de ses besoins. Donc, toujours dans qu'est-ce qui est un PPU, donc, ça va être un contenu qui va être évolutif au fur et à mesure de l'avancement de la démarche, jusqu'à sa pleine réalisation, comme on le dit, à l'horizon 2035. Donc, actuellement, on est vraiment dans l'étape du portrait et de la vision, donc toutes les consultations en amont. Donc, on est vraiment dans sa mise en contexte, le portrait, les objectifs préliminaires pour amener dans les prochains mois avec la rédaction, donc d'avancer, puis comme un peu une pyramide, là, de peaufiner et de raffiner nos objectifs, notre vision du site. Donc, à ce moment-là, c'est les orientations préliminaires. Donc, à ce moment-là, des orientations claires qu'on a pour le site, les stratégies d'aménagement qui vont accompagner ces orientations-là pour arriver dans l'horizon 2025 à l'adoption donc du PPU, donc tout le volet réglementaire, donc les normes pour assurer cette réalisation-là, le plan d'action à travers le temps jusqu'à l'horizon 2035 pour assurer le déploiement de cette vision-là. Donc, justement, de l'horizon 2035, ça va être l'horizon de mise en œuvre, là, justement, avec un plan d'action réparti à travers le temps. Donc, toujours dans le volet PPU, il y a 4 thématiques ou 4 volets qui sont abordés traditionnellement dans les PPU. Donc, on a le volet vocation et usage, donc usage résidentiel, industriel, conservation, institutionnel pour des écoles, etc. Il y a le volet cadre bâti, quelle intensité, on va dire nombre d'étages, quel type d'architecture, etc., qu'on souhaite pour les bâtiments. Il y a aussi toute la question du domaine public et espace vert. Quel type d'aménagement qu'on souhaite pour nos domaines publics, autant au niveau de l'aménagement des rues qu'au niveau des parcs, des espaces publics, mais également toutes les questions de mobilité, mais la mobilité au sens large. Hein? Donc, tous les modes. Là, on a représenté un vélo, un autobus, mais c'est l'ensemble des modes qu'il faut considérer. Cependant, en fonction de la réalité et du contexte du site, dont actuellement un milieu naturel, il y a un cinquième volet qui est ajouté, qui est toute la question de la conservation des milieux naturels, donc l'importance de tenir compte de ce portrait, de cette réalité terrain-là dans la démarche actuelle là, pour le secteur Chauveau. Donc, les avantages du PPU, bon, j'ai l'impression de me répéter, mais ça permet une vision d'ensemble, justement, à l'échelle de ce quartier. Donc, c'est une démarche unique qui évite des modifications à la pièce. Un zonage traditionnel, c'est à chaque zone à la fois, mais là, on se donne un plan d'ensemble du site avec un plan de match pour le réaliser. Donc, ça assure une cohérence et une prévisibilité. Justement, donc, assurer le maintien à long terme de ces objectifs-là, justement, mais également parce que c'est un cadre réglementaire qui va être issu d'une consultation élargie. À ce soir, c'en est une preuve. Hein? On va au-delà des citoyens limitrophes. C'était disponible, ouvert à l'ensemble de la population, également aux organismes. Hein? L'activité qu'on a faite le 22 février dernier avec les experts en environnement. Donc, on veut que ça soit être le plus inclusif et d'aller chercher le plus possible là, les avis là, de la population.
Donc, je termine avec la mise en contexte au niveau des objectifs préliminaires. Actuellement, c'est des objectifs généraux de départ qui sont, on appelle à haut niveau, mais le tout va se raffiner, va se détailler au fur et à mesure qu'on va avancer dans la démarche. Donc, concrètement, on parle de valoriser les caractéristiques naturelles du site en cohérence avec le plan régional des milieux humides, en minimisant l'impact sur l'environnement, en conservant et en mettant en valeur les espaces naturels existants, en plus de les rendre accessibles aux citoyens, donc au-delà des milieux humides, mais les milieux boisés, hydriques, etc. Développer autrement de nouveaux espaces industriels comme étant des milieux dynamiques, conviviaux, en cohérence avec la vision de développement industriel et d'innovation. Donc, on veut que ce soit des milieux plus complets qu'uniquement du 8 à 5, que ce soit vraiment des milieux stimulants et intéressants pour les travailleurs. Il y a aussi d'aménager des milieux de vie durables, offrir une diversité de lieux de résidence pour tous les types de ménages, mais notamment des familles. Comme on dit, actuellement, c'est une grande difficulté pour les accueillir, pour les retenir sur notre territoire. Donc, tout ça en cohérence avec la vision de l'habitation. Et bien sûr, d'aménager le secteur en considérant les orientations en matière de développement durable. Les 3 sphères du développement durable, sphère environnementale, économique et sociale. Et finalement, de faciliter l'accès par la création de liens favorisant les modes de transport durables. Donc, tous les pans, tous les modes de mobilité. Donc, merci. Je laisse la parole à ma collègue Julie pour le... Oh, excuse. Oui, juste avant, on allait permettre une très courte période de questions sur ce qui vient de vous être présenté. Les questions qui peuvent être posées, je le précise, sont des questions de précision sur la matière. Si on veut embarquer plutôt dans des commentaires, des propositions, je vais vraiment vous demander d'attendre la période d'échange. Donc, je sais qu'on a on a vous qui attend depuis un petit moment pour poser une question. Très brièvement et très bref aussi dans les réponses, s'il vous plaît. Je vais faire de mon mieux. Dans le fond, en prémisse, vous avez parlé de la crise du logement puis de votre volonté de vouloir aider à loger les familles. Mais quand on regarde les chiffres de la CHSL, dans le fond, SCHM, on se rend compte que la crise du logement, c'est plutôt une crise d'abordabilité, dans le fond, parce que quand on arrive avec des logements de 1 100 $ et plus par mois, bien, on monte à un taux d'occupation comme beaucoup plus, comme 2-3 %. Donc, j'aimerais ça savoir si, mettons, par exemple, dans le boisé, on prévoit faire des habitations sociaux abordables ou si c'est plus mais on parle de familles beaucoup. Fait que j'aimerais savoir quelle sorte. Puis, OK, je vais poser une question. Ce sera pas long. Ah oui, bon. Si j'avais la réponse à votre question, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de faire de rencontres, d'ateliers participatifs ce soir. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait déterminé déjà des zonages ou des façons de travailler ou déterminé quel type d'habitation on veut. Quand on est rendu à déterminer ce genre de choses-là, puis encore, faut-il dire, en ce moment, à la Ville de Québec, en termes de zonage, on n'a pas encore des outils à la Ville de Québec qui viennent nous aider à identifier on veut du logement social là, on veut du logement abordable là. Donc, en ce moment, nos outils pour le faire, c'est vraiment d'acheter des terrains comme on a fait à certains endroits dans la Ville de Québec, puis de dicter parce qu'on est le propriétaire du terrain. Mais là, quand on est rendu à faire ça, c'est qu'on est rendu très loin dans la démarche de développement de la vision d'aménagement d'un site donné. Donc, si j'avais la réponse à votre question, bien, ça voudrait dire qu'on serait rendu très loin dans la démarche de planification d'aménagement de ce site-là. Moi, je pense que c'est le genre de choses une fois qu'on aura dit qu'on pourra faire beaucoup plus loin, quand on sera rendu à parler du zonage, en fait, des sites prédéterminés en fonction du développement qu'on aura conçu ensemble. Mais, si je veux ramener la question plus haut, la Ville de Québec, en ce moment, au-delà d'acheter des propriétaires, des terrains, puis de dicter, dans le fond, le développement de terrains comme on a fait. Je vais donner des exemples. L'îlot Saint-Vincent-de-Paul qui est dans mon district au centre-ville de Québec. On achète des terrains dans le secteur de la Canardière actuellement dans cette optique-là. Donc, on est très proactif à ce niveau-là. Puis, on regarde aussi réglementairement parlant pour se donner des outils pour qu'il y ait davantage de logements sociaux qui soient intégrés dans des projets privés. La bonne nouvelle, c'est que Montréal a testé des choses, le fameux 20-20-20, qui n'a pas montré beaucoup de résultats, puis qui vont nous permettre de nous développer justement des outils en fonction de ce qui a été fait ailleurs au Québec. Voilà. On a besoin de 80 000 unités d'habitation à l'échelle de la grandeur de Québec, de toutes les sortes, de toutes les typologies, de tous les prix.
Parfait. Les jeunes familles, tu sais, ils magasinent des maisons, puis on l'a vu dans les dernières années. La maison est en vente, il y a 10 acheteurs. Ça a baissé un peu dans les derniers mois, là, mais les gens arrivent pour acheter une maison, il y a de la surenchère, puis les maisons sont de plus en plus chères. Si on veut maintenir l'abordabilité, il faut qu'il y ait une balance entre l'offre et la demande. Quand il y a trop de maisons, quand il n'y a pas assez de maisons à vendre, les prix deviennent disproportionnés par rapport au marché. Parfait. En premier tour de parole, Madame là-bas. Puis juste un petit rappel aussi, brièveté pour tout le monde. Donc, brièveté dans la réponse aussi. Madame là-bas? Merci, je vais être bref. En fait, vous parlez de densifier justement au niveau du logement. Pardon. Le type d'habitation compte pour beaucoup. Par exemple, si on prend justement Montchâtel, où est-ce que c'est la plupart du secteur des maisons unifamiliales, ça serait quoi d'y ajouter, par exemple, plus de logements? Exemple, dans un des terrains de la ville qui est sur Saint-Bernard, qui est un terrain de la ville qui est jugé excédentaire en vente. Il y a 4 lots, justement, juste en face du secteur que vous voulez développer sur Saint-Claude. Tu sais. Ça n'en serait un terrain que vous voulez vendre, vous départir, mais pourtant, il n'y en a pas de ce genre de logement-là dans le secteur. Donc, pourquoi ne pas utiliser d'abord ces terrains-là avant de déboiser, par exemple, des milieux naturels? Bien, OK, allez-y, mais je vais juste dire, pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Je comprends votre préoccupation, mais il n'y en a pas tant que ça pour les besoins qu'on a. Mais chaque terrain qu'on a, on l'utilise. Tu sais, si vous habitez dans le coin, au coin Racine, Valcartier, il y a 2 buildings qui sont en train de monter. Il n'y avait jamais rien eu là depuis des années. Il y en a d'autres qui se développent au coin de l'hôpital et de Racine aussi. Fait qu'on accélère, on donne des permis. On utilise tous les terrains qu'on est capable d'utiliser, mais on a beau les mettre en vente, il faut attendre que quelqu'un l'achète pour le développer. On ne construit pas à la ville nous-mêmes les habitations, mais vous avez raison. Il y a des grandes maisons sur des grands terrains. Si on veut loger plus de monde, c'est ça qu'on vous demande de faire ce soir, c'est d'avoir des idées sur on fait plus de maisons en rangée avec un parc dans le milieu pour que tout le monde joue ensemble dans le parc, ou on fait des grandes maisons avec des grands terrains, chacun reste dans sa cour. Tu sais, c'est toute ça la réflexion qu'il faut avoir autour du développement résidentiel. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande c'est quoi votre opinion, c'est quoi vos idées par rapport à la densification, justement, entre autres. Parfait, merci beaucoup. Puis la question est très pertinente parce qu'évidemment, on est dans la partie plus le contexte d'insertion. J'avais une main levée, c'était monsieur ici. Je pense que je vais prendre encore 2 questions. Je sais qu'on aurait 1000 questions à poser, mais si on veut arriver aux activités, on va y aller. Aussi, pendant les ateliers. En cours de soirée, évidemment, on va entendre toutes les tables. Là, dans le fond, c'est une précision que j'aimerais avoir sur ce qui a été présenté dans la cible de 60 à 70 là, que vous dites votre cible ambitieuse. Est-ce que ça inclut uniquement la dernière portion qui reste à développer ou ça inclut aussi la phase 1 qui a été déjà faite? Peux-tu la prendre, Guillaume? C'est pas trop long. Je vais sortir la première diapositive qui montrait le territoire de planification. Voilà. Vous voyez? Donc, la cible concerne l'ensemble du terrain que vous voyez, là, qui n'est pas visé par le fond blanc. Là. Donc, c'est l'ensemble de ces terrains-là. Donc, c'est l'ensemble des terrains qui n'ont pas un statut formel actuellement. Donc, ça comprend les terrains privés, mais également, il y a des petites portions publiques. Mais c'est l'ensemble du site qui a besoin d'avoir une planification d'ensemble qui est visée par cette cible. Donc, pas la phase 1. Oui. Je vais prendre 2 dernières questions. Donc, il y avait quelqu'un là-bas, puis il y a Mme Rouleau ici. Monsieur, est-ce qu'on vous avait donné... Monsieur Turgeon? Ah, qui scelle le droit de parole. Parfait. Donc, merci. Les 2 dernières questions, puis après ça, on va poursuivre avec la présentation. Allez-y, Monsieur Turgeon. Merci. Je veux juste préciser la question qui vient d'être posée. La question plus précise, je dirais que c'est est-ce que les terrains qui n'appartiennent pas aux promoteurs, c'est-à-dire en bas au sud-ouest, c'est le bassin de rétention, il y a une quinzaine d'hectares de ce côté-là. Il y a des terrains en haut à gauche, dans le nord-ouest, où ça appartient à des propriétaires privés. Et en haut, du côté de Berlioz, il y a aussi des terrains qui appartiennent à la ville. Et derrière l'école des Neiges, il y a aussi un terrain à la ville. Oui. Donc, le pourcentage que vous parlez de 60 à 70 %, ça doit inclure tous ces terrains-là, parce que j'imagine que ça n'inclut pas seulement les parties qui étaient en danger. Là. Sinon, on tomberait à 45 %.
comme je vous le disais, c'est l'ensemble de ce territoire-là qui est visé. Actuellement, on est venu inclure dans ce territoire-là l'ensemble des terrains qui n'ont pas de statut, qui n'a pas de vision, on va dire ça de même, d'ensemble. Actuellement, c'est une démarche globale, donc on a inclus l'ensemble de ces terrains-là, à savoir que ce soit public ou privé. La grande majorité, c'est privé. Donc, voilà pour la réponse. Parfait. Merci beaucoup. Puis je pense que vous allez aussi avoir des précisions à la prochaine partie parce qu'on va plus embarquer sur les milieux naturels. La dernière question, Madame, désolée, vous avez eu un premier tour de parole. On a une soirée très chargée. Les professionnels, ils vont en fait circuler par la suite, donc vous allez pouvoir poser directement vos questions également. Pour Madame Rouleau. Je voulais savoir, en fait, on parle beaucoup de milieux naturels d'intérêt. Pourtant, on sait que les milieux naturels, qu'ils soient d'intérêt ou pas, rafraîchissent l'air ambiant, améliorent la qualité de l'air, diminuent les risques d'inondation, abritent une grande biodiversité. Comment on peut affirmer que détruire 30 40 de ces milieux naturels n'aura aucun impact sur la qualité de vie des citoyens et n'aura aucun impact sur la biodiversité? Bien, en fait, moi, j'ai envie de vous renverser la question. On a pris les 30-35 dernières minutes à exposer différents besoins. On ne peut pas nier ces besoins-là. Ils sont là, sont existants. Guillaume a parlé des besoins en habitation, on a parlé des besoins en espace industriel. Marie-Josée l'a dit d'entrée de jeu, quand on parle d'industriel, ce n'est pas que de l'industriel lourd. On parle des besoins de conservation, on parle, oui, du coût écologique positif des boisés, des milieux humides d'intérêt, tout ça. Mais quand on parle d'impact sur la santé des populations, bien, on l'a dit aussi d'entrée de jeu, il faut penser que ce développement-là, bien, si on ne le fait pas dans des espaces, dans le 30 ou 40 on verra, où on peut penser qu'il y a cette possibilité-là de l'accueillir sur le site, bien, il va se faire ailleurs. Est-ce que c'est davantage au nord? Bien, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Quand on parle de 70 d'émissions de GS qui viennent du transport, bien, ça aussi, ça a un impact sur la santé des populations. Marie-Josée et moi, on siège sur la commission consultative sur la qualité de l'air et c'est identifié comme dans les principales raisons sur l'impact des santé des populations dans le secteur de Limoilou, de Basseville, dans le secteur Champigny aussi, dans l'ouest de la ville. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit aussi quand on parle de... Oui, ce soir, on voit l'aménagement du secteur Chauveau, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, je le répète, il faut avoir une vision aussi globale et c'est pour ça, on est d'accord avec vous qu'il faut préserver les milieux naturels, les milieux humides qui sont exceptionnels ou d'intérêt, et c'est pour ça qu'on vous propose la cible de 60 à 70 qui va d'ailleurs bien au-delà, 10 à 20 au-delà du 50 de milieux humides d'intérêt ou exceptionnels qui sont identifiés dans le PRMHH. Et quand on parle de la chaise des générations auquel Marie-Josée a fait référence d'entrée de jeu, c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, la canopée, oui, la préservation de ces milieux-là pour lesquels on reconnaît l'impact positif sur la santé des gens, mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a des transports qui existent, une réalité qui existe à Québec. Il faut prendre en considération aussi notre capacité à la résilience climatique. Donc, quand on parle de résilience climatique, c'est aussi de prendre en considération comment on fait notre développement et où on le fait surtout sur notre territoire. L'autre élément aussi, c'est que 30 à 40 mettons, de développement, c'est pas 40 d'asphalte. C'est pas on bétonne 40 du site, c'est on peut aménager des quartiers où il y aura des parcs, des espaces verts, des arbres, obliger la densification des espaces industriels avec de la plantation d'arbres, des toits verts. Il y a moyen d'aménager aujourd'hui des sites dans ce contexte-là. On n'arrive pas avec une mare d'asphalte avec 300 stationnements. On arrive avec ce qu'on a dit tantôt, ce qu'on a nommé des milieux de vie. Il ne faut pas penser que c'est 40 où tout est rasé, puis on a des industries, puis il ne se passe plus rien. Si vous habitez dans Montchâtel ou si vous connaissez bien le secteur, bien, si vous vous promenez dans Montchâtel, c'est des quartiers où les rues sont vertes, il y a beaucoup d'arbres. Juste avoir le nombre de sacs de feuilles qu'il y a sur le terrain rendu à l'automne, on voit qu'il y a des arbres. Fait qu'on peut se permettre de développer puis de rêver ce type de quartier-là avec des arbres, avec des îlots de fraîcheur puis avec des aménagements
plus durable, puis plus 2.0, puis plus 2024 que des mares de stationnement. Donc, c'est pas 40 % rasé, c'est vraiment 40 % ou 30 % aménagé. Donc, ça laisse de la place aussi dans ce que vous allez nommer à des quartiers verts ou à des industries qui auront des principes de développement durable dans leur sac. Donc, ça comme ça. Parfait, merci. Puis, ben, comme ils l'ont mentionné, les élus, là, on va avoir vraiment l'occasion de se prononcer sur tous ces aspects-là là, dans le cours de la rencontre. Donc, Julie, vas-y. On va faire un petit portrait du territoire que vous connaissez déjà très bien, là, mais en vol aérien. Bon, attendez un petit peu. On peut commencer par regarder au niveau des cours d'eau. Évidemment, sur ce territoire-là, on a de nombreux petits cours d'eau qui se drainent dans 3 cours d'eau principaux. Donc, vous les voyez nommés, là, le ruisseau Montchâtel à l'ouest, un petit tributaire sans nom là, dans la portion centrale, et le ruisseau Sainte-Barbe là, à l'est complètement, qui va se drainer dans la rivière Saint-Charles. Donc, vous voyez là, d'entrée de jeu que les cours d'eau ont été là, vraiment affectés là, par l'historique agricole. C'est des cours d'eau qui ont été linéarisés. Il y a également beaucoup de fossés qui ont été aménagés là, à l'époque agricole. Dans la dernière, en 2023, en fait, vous avez le petit carré là, bleu là, sur la carte. Là, il y a quand même 400 mètres linéaires du ruisseau Sainte-Barbe qui a été restauré. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Donc, c'est une section de cours d'eau qui était canalisée. Et vraiment, là, sur la petite image, là, vous voyez, là, il y a vraiment un parcours là, qui a été fait en surface là, et qui est beaucoup plus naturel que, évidemment, une canalisation. Ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par la Ville de Québec, puis ça a été financé par un programme de création-restauration de milieux humides et hydriques. Au niveau de la gestion de l'eau, on sait qu'il y a eu des enjeux là, dans les dernières décennies là, au pourtour du site. Là. Il y a eu énormément d'interventions qui ont été réalisées pour corriger la situation. Donc, vous voyez là, en rose, là, 6 ouvrages là, de gestion de l'eau qui ont été aménagés, dont le tout nouveau, là, le bassin de l'Astrolabe qui a été mentionné par Guillaume. Également, il y a eu beaucoup de travaux pour corriger certaines restrictions au niveau de l'écoulement de l'eau, soit via des ponceaux qui ont été changés, des réseaux de conduite qui étaient sous-dimensionnés ou des canalisations là, artisanales qui ont été vraiment là, retirées. Fait que ça fait en sorte là, que les problématiques ont été vraiment là, très bien adressées. Il y a encore quelques travaux là, qui sont prévus là, pour résoudre, là, finir de résoudre l'ensemble des enjeux. Pour ce qui est des milieux humides, vous avez vu la première carte qu'on vous a présentée tout à l'heure. Vous voyez, le portrait est un petit peu différent. On a 101 hectares, là, vraiment presque 50 % du site. Là. La répartition est un petit peu différente là, de la première approximation qu'on avait de la répartition de ces milieux-là. On voit qu'il y a beaucoup de marécages arborescents là, en rouge, mais tous les types de milieux sont représentés sur le site. Au niveau des peuplements forestiers, on retrouve beaucoup de peuplements quand même de succession là, suite à l'abandon là, des activités agricoles. Donc, beaucoup de peuplements dominés par l'érable rouge, des peupliers. Également, un beau peuplement là, en vert là, avec du sapin baumier, de l'épinette blanche, des grandes pruches, des pins blancs. On a également des peuplements qui sont plus matures. Hein, vous l'avez vu sur les images historiques, là, des peuplements qui n'ont pas été touchés par l'agriculture. Et des sites, là, vous voyez en noir, là, où on a vraiment des potentiels acéricoles.
quelques espèces là, à statut, dont le noyer cendré, là, qui sont repérés proches du ruisseau Montchâtel, et un type de fougère, là, la métissie fougère à l'autruche. Là. Au niveau faunique, on n'a pas d'inventaire exhaustif officiel qui a été produit. On sait qu'il y a quand même une diversité là, de petits mammifères et de grands mammifères. Donc, le cerf de Virginie qui était présent sur le site. Ce qui a été noté également via les différents inventaires auxquels on a eu accès, c'est qu'il y a 6 espèces de poissons, notamment là, dans le ruisseau Montchâtel, dont l'omble de fontaine, qui est vraiment une espèce d'intérêt et qui soulève le fait que c'est vraiment un cours d'eau de bonne qualité. Sur le site, actuellement, il y a quand même 9 km de sentiers informels qui sont entretenus par le coureur des bois. Vous les voyez, là, les sentiers représentés là, sur la carte avec les petits traits jaunes. Donc, voilà. Et si on regarde par rapport au parc qui se situe en marge du site, là, on prend un pas de recul, là, vous voyez l'ensemble des parcs identifiés en vert. Si on regarde dans une zone tampon d'à peu près 2 km, on voit qu'il y a à peu près 49 parcs de tout type, là, des parcs de voisinage, de quartier, des parcs naturels, linéaires ou même des parcs écoles. Donc, totalise une superficie de 4,2 km². C'est quand même intéressant. Là. Il y a vraiment une bonne desserte en termes de parcs pour le secteur. Donc, on passe à l'activité 1. On a hâte de vous entendre. L'activité 1 qui va parler du volet corridor de biodiversité. Guillaume vous a présenté là, un peu le concept du développer autrement. Donc, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est de regarder pour identifier ces corridors de biodiversité et de mise en valeur. Donc, c'est quoi? C'est vraiment des espaces de conservation qui sont composés de milieux de plus grande valeur écologique et sociale, et également là, des liens qui les unissent. Donc, c'est quoi un corridor écologique? Hein? Vous voyez une petite imagette là, qui a été tirée du site Internet du ministère de l'Environnement. Donc, les corridors écologiques, c'est vraiment des passages là, qui peuvent prendre différentes formes et qui permettent de relier les milieux naturels entre eux. Et ça, ces corridors-là assurent une connectivité écologique, donc une continuité entre les milieux naturels pour faire en sorte que bon, les espèces végétales ou animales puissent continuer là, à circuler sans obstacle là, dans les milieux. On a déjà commencé à discuter là, de ces concepts-là de corridors de biodiversité avec des experts en environnement. Il y a eu un atelier qui s'est tenu le 22 février. Ça a duré pendant toute une journée. Il y a eu une démarche là, qui était faite sur les 2 secteurs ciblés par les PPU, donc secteur Chauveau et secteur sud de l'aéroport. Lors de cette activité-là, il y a eu 54 participants provenant de 17 organisations différentes. Et l'objectif de cette activité-là, c'était vraiment de présenter, valider, compléter le portrait environnemental. On est allé beaucoup plus en détail là, dans l'exposé de ce portrait-là. Et on voulait vraiment regarder, identifier les enjeux, les éléments clés à considérer au niveau de l'aménagement du site et aussi amorcer la réflexion par rapport aux différentes orientations là, qui vont guider là, la planification de l'aménagement. Il y a eu également des discussions pour identifier des occasions, des opportunités ou regarder là, des exemples de projets de conservation. Ça a été vraiment une journée très, très intéressante. Puis, d'ailleurs, on le souligne, mais on remercie là, le Conseil des quartiers des Châtelles puis les Amis du Boisé étaient également présents ce jour-là pour vous représenter et alimenter les échanges. Donc, le bilan, finalement, de cette activité-là, ça va être diffusé, publié sur le site Internet.
Rapidement, il y a eu plusieurs thématiques là, qui ont été abordées là, par les participants. Donc, pour la planification là, de l'aménagement du site, on a parlé de plusieurs éléments à considérer. Donc, notamment l'importance de conserver la diversité là, des milieux naturels sur le site, de considérer aussi la présence de la faune, en maintenant notamment là, des corridors écologiques, mais aussi des corridors pour le déplacement actif. Les cours d'eau, vous avez vu, ils sont très présents, ils peuvent être structurants, donc c'est important de les conserver et même peut-être de faire des gestes pour les restaurer. La gestion des eaux, c'est vraiment un élément qui est très, très important, d'autant plus qu'il y a une partie du site là, qui se draine dans le bassin versant de la rivière Lorette, donc ça a été souligné lors de l'activité, et aussi la question d'accès là, au site là, par les citoyens. Pour les éléments qui apparaissaient comme étant incomplets, là, au niveau du portrait, c'est vraiment le volet là, concernant la faune qui devra être complété là, dans les prochains mois. Bon, on passe à un peu un concept là, qui a guidé là, la proposition là, de corridor écologique qu'on fait aujourd'hui, puis pour lequel on veut vous voir réagir. Donc, des corridors riverains, c'est vraiment des éléments très importants sur le site. Premier corridor du ruisseau Montchâtel qui vient lier les boisés, un corridor vraiment qui permet de créer là, des liens entre les boisés matures. Le corridor riverain mitoyen, qui va vraiment tracer un peu, selon nous, là, un lien entre les milieux naturels et les secteurs peut-être plus destinés au développement, où on pourrait voir là, vraiment beaucoup d'initiatives associées à la gestion des eaux pluviales, des initiatives innovantes. Et le ruisseau Sainte-Barbe, à l'est complètement, qui pourrait lier les parcs, en fait, là, qui sont déjà en marge du site. Donc, pour d'autres potentiels, on voyait les corridors traversants. Donc, la tranchée, là, au niveau du corridor d'Hydro-Québec, qui donne une vue là, sur le mont Bel-Air, là, qui est très, très beau. Et le parcellaire qui rappelle un peu le découpage là, agricole là, des parcelles agricoles de l'époque, là, et dans lequel il y a vraiment une diversité là, de milieux naturels. Donc, vous voyez la proposition là, de corridor de biodiversité sur lequel on veut vous voir réagir aujourd'hui. Donc, ce qui est en vert, c'est vraiment là, la proposition de corridor de biodiversité, donc les milieux qui pourraient se destiner là, à une conservation. Vous allez voir les plans là, sur vos tables, là, donc que vous serez appelés à commenter. Il y a des petites capsules pour vous aider là, à vous localiser sur le site. Et bon, vous voyez là, vraiment là, les corridors des cours d'eau qui sont représentés. Il y a également là, en brun là, les sentiers là, qui sont présents sur le site actuellement. Donc, on veut vous entendre, avoir votre première impression de cette proposition de corridor de biodiversité. C'est quoi, selon vous, les éléments qui sont positifs? Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés? Puis on souhaiterait aussi vous entendre sur les coups de cœur. Donc, est-ce qu'il y a des espaces dans ces milieux-là que vous appréciez particulièrement et qui pourraient être mis en valeur? Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à la plénière de la première activité. Par équité pour tout le monde, on va mettre fin à la première échange. D'ailleurs, je le précise, mais j'ai placé des boîtes à idées autour de la salle. Donc, s'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas eu le temps de dire ce soir, n'hésitez pas à aller mettre votre idée dans mes bulles qui sont tout autour de la salle. J'ai déjà 2 volontaires, en fait, pour présenter les résultats de la table. Je vais juste le préciser maintenant, mais on va essayer d'entendre au moins toutes les tables au courant de la soirée. J'en ai 3. Wow!
Parfait. Bien, écoutez, je vais commencer avec monsieur. Oh, bien, il est en grande conversation. Parfait. Non, mais c'était monsieur ici. Oui, allez-y. C'est votre collègue ici là, qui vous a proposé. Là. Elle vous a mis à l'avant-scène. C'est sûr qu'il y a des choses positives. On voit le respect des milieux hydriques, là, c'est très, très positif. Ça part sur des bases solides. Mais dans les faits, il y a une préoccupation à notre table, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des secteurs boisés qui ne sont pas protégés, alors que dans le quartier, notre canopée est en recul. Notre indice de couvert forestier est en recul et c'est majeur dans le quartier ici. Donc, on se dit la présence de tous les secteurs qui sont fortement boisés devrait être conservée. Là, on comprend qu'il y a des milieux humides qui n'ont pas fait l'objet de protection. Moi, ce qui m'inquiète, et avec les gens autour de la table, c'est que là, il y a certains milieux humides qui sont dans des secteurs qui sont déjà morcelés, alors que pourtant, il y a des cours d'eau à proximité. Donc, il y a des possibilités de consolidation qui n'ont pas été envisagées. La dernière chose que j'aimerais dire, comme on n'a pas d'inventaire faunique, on sous-estime la biodiversité réelle sur le terrain, tant ornithologique que la grande faune. On sait qu'il y a de la grande faune. Tant qu'on n'a pas d'inventaire, c'est vraiment audacieux d'avoir fait des îlots qui sont déjà des îlots de morcellement. En terminant, pour nous, à la table, on avait un consensus, c'est 70% au moins de conservation. 70%, c'est une base parce que j'en ai parlé à la table, j'en ai parlé aux collègues de la ville. À Montréal, la CMM garantit 70% de conservation dans des espaces verts, dans des terrains de golf. Là, ici, on a des milieux naturels qui ont une valeur beaucoup plus importante. Fait qu'il est très clair que c'est au moins 70%. 70%, ça laisse 60 hectares de développement. 60 hectares pour du développement, c'est un très grand terrain de golf. À mon avis, la cible de 70, c'est une base pour la discussion, mais d'aller en moins de 70, les citoyens, comme citoyen, moi, je ne serais pas satisfait. Mais il y a des points positifs, puis on a effectivement des coups de cœur. On a des coups de cœur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est super. En plus, je ne l'avais même pas dit, mais on aimerait ça limiter à 2 minutes. Vous l'avez respecté. Vous avez été très bref. Parfait. Ernesto, tu avais un candidat ou une candidate pour présenter. Merci. Donc, du côté des éléments positifs, on a certains endroits là, du côté ouest du Boisé, là, le long de l'autoroute, où il y a des prucheraies et des malaisins. Donc, c'est intéressant de retenir ces éléments-là. On a aussi, derrière les coopératives sur le bord couture, il y a un endroit que on cherche. Oui. Donc, derrière la coopérative, il y a aussi un site où on veut conserver ces boisés-là. Pour ce qui est des éléments à être améliorés, évidemment, là, concernant les corridors, ceux-ci doivent mener à des milieux de vie de faune et non pas permettre aux cerfs de Virginie, par exemple, d'aller sur le boulevard Couture ou encore aux vétérinaires sur le boulevard Lormière. Pour ce qui est du corridor sous les lignes d'Hydro-Québec, on pense que c'est exagéré de considérer que c'est un corridor de biodiversité, considérant ce qui se passe là. Par rapport au corridor des cours d'eau, on pense que ce ne sont pas suffisamment, ce n'est pas assez large pour permettre un corridor de biodiversité. Finalement, il faut éviter de fragmenter le boisé pour qu'on se ramasse avec des îlots de verdure séparés. Et c'est comme un peu, dans le fond, le début de la fin à partir du moment où on fragmente. On n'a pas de coup de cœur à mettre en valeur. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Turgeon. C'était très bien résumé. J'avais ici quelqu'un qui se proposait aussi à la table 10. Donc, élément positif, on trouvait qu'en 2018, lors des consultations, on ne parlait pas du tout de conservation. Donc, on propose un autre moratoire de 5 ans. Fait qu'on se dit que dans 5 ans, là, ça va être, on conserve tout. Des éléments améliorés, on veut qu'on continue d'optimiser les autres sites industriels, résidentiels et sont non occupés dans l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. On veut plus de conservation, on veut reboiser comme les bassins de rétention d'eau. On trouve ça ridicule qu'il y ait des tondeuses à chaque été dessus. On veut restaurer les milieux naturels, on laisse les sentiers existants, on protège les ruisseaux. Puis qu'est-ce qui a été écrit? Ça évite les inondations. Puis coup de cœur, c'est l'ensemble, comme
un monsieur bizarre qui a déjà dit que je connais pas du tout, qui a dit il faut pas fragmenter parce que c'est comme l'ensemble qui fait en sorte que l'écosystème, la faune, la flore soient protégés. Parfait, merci beaucoup. Ben, je pense qu'en plus, plusieurs de vos propos rejoignaient ceux de la table 1. L'ensemble du site étant un coup de cœur, bien évidemment. C'est un très beau site. Est-ce qu'il me manquerait une 4e table volontaire? Ah, j'ai des volontaires là-bas. Allez-y. De notre côté, en termes de coup de cœur, on avait de la difficulté à choisir parce que ça ressort, je pense, dans les autres tables. C'est vraiment l'ensemble du boisé qui fait le coup de cœur, le fait qu'il y a un territoire vaste. Vous vous déplacez autant pour les êtres humains que pour la faune. On ne conçoit pas là, que le territoire peut être morcelé. En fait, beaucoup de gens constatent déjà que les animaux, avec la phase 1 qui s'est développée, semblent déjà manquer de place. Donc, imaginez faire des trous morcelés leur territoire de vie. C'est inadmissible. Pour nous, on ne trouvait pas que c'était justifié, là, en tout cas, le besoin industriel nommé, le besoin d'habitation. On pense que ça peut beaucoup être densifié par ailleurs dans la ville. Ensuite, c'est ça, ça prend vraiment là, le territoire au complet pour assurer la biodiversité, ce qui était ressorti sur les corridors, là, comme le fait, qu'un corridor là, d'Hydro-Québec, c'était pas vraiment un corridor, ça a ressorti aussi dans notre groupe. Les corridors hydriques, on ne trouvait pas que c'était suffisamment large. On se disait que c'est une zone marécageuse, donc tout, en fait, au niveau souterrain, où tout est relié, on trouvait ça difficile d'être convaincu que le fait de développer des aménagements là, au centre du parc, ça ne pouvait ne pas avoir d'impact sur tout le réseau hydrique. En tout cas, parce qu'on a constaté que c'était vraiment une zone très marécageuse. Donc, ça fait le tour. Parfait. Oui. Je suis ici. Merci beaucoup. Donc, on entend bien là, toutes ces contre-propositions à cette proposition de corridor de biodiversité. Et puis, bon, quelques personnes ont commencé à le nommer. On serait prêt à ce stade-ci à embarquer sur le 2e volet, là, qui était les milieux de vie et de travail. Avant toute chose, vous vous douterez bien que nous sommes en retard, en fait, sur le programme de la soirée. J'aimerais vraiment demander, là, est-ce que vous êtes prêts à rester un peu plus tard avec nous pour compléter l'activité puis pouvoir se prononcer sur les milieux de vie et de travail et sur la question de la mobilité? J'entends oui? Oui? Le conseil de quartier ici? On va aussi accélérer, effectivement. Parfait. On va rythmer. Donc, Rose, conseillère en urbanisme, vas-y. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Ça. Parfait. Donc, je vais prendre le relais rapidement pour la seconde partie de l'activité. Donc, après avoir discuté là, du volet conservation, bien, on s'intéresse maintenant au volet milieu de vie et de travail, comme ma collègue Alexandra vient de vous le nommer. Donc, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe au pourtour, en fait, du territoire de planification. Donc, pour les prochaines diapos, on va parler des dynamiques du secteur qui est délimité en rouge sur la carte. Donc, tout ce qui se passe entre le boulevard Saint-Claude au nord, l'avenue Chauveau au sud, l'autoroute Henri IV l'autoroute Henri IV à l'ouest jusqu'au boulevard Lormière à l'est. Donc, pour se donner un ordre d'idée, là, c'est un territoire là, qui compte environ 6 000 résidents. Puis, on parlait tout à l'heure là, des données par rapport aux besoins en habitation. Donc, si on veut préciser, en fait, là, la donnée en 2023, bien, c'est à peine 0,3 % des logements qui étaient vacants à l'échelle de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Donc, en considérant encore là, le seuil d'équilibre qui est établi à 3 %, bien, on comprend que les besoins sont encore plus particulièrement criants là, pour les familles qui voudraient s'établir dans le secteur. Donc, rapidement, toujours, on retrouve principalement là, des secteurs résidentiels de faible densité, comme vous le savez certainement, au pourtour du territoire de planification. Les usages commerciaux et les différents services se regroupent principalement le long des différents axes.
Donc, on parle du boulevard Lormière, Chauveau, de l'Auvergne également, un petit peu plus au sud. Pour ce qui est des activités industrielles et tout ce qui est lié à l'entreposage, bien, comme vous le savez certainement, là, ça se retrouve le long de l'axe John Simons qui forme la zone d'innovation Chauveau phase 1. Donc, toujours dans les usages, les parcs à proximité. Donc, on remarque qu'il y a vraiment une présence de plusieurs parcs de voisinage avec des équipements différents là, les uns des autres. Donc, on parle notamment là, du parc des musiciens, le parc Vega, le parc école de la Chaumière notamment, mais on voit qu'il y en a également plusieurs autres. Puis, la répartition de ces espaces publics-là, bien, ça fait en sorte là, que quand même une bonne majorité de la population de ce secteur-là bien, se retrouve à l'intérieur d'une distance de marche là, de 400 mètres d'un parc, donc ce qui équivaut à environ 2 à 5 minutes de marche. Puis, en termes d'équipement public, là, bien, on compte également la présence de la bibliothèque Neuchâtel sur la rue Blain. Donc, je ne m'étendrai pas plus que ça sur le portrait du territoire. Je me doute que vous le connaissez bien. Donc, on se rappelle toujours là, la volonté de développer autrement pour le site Chauveau. Donc, pour l'activité 2, on se concentre maintenant sur les espaces de conciliation, donc ceux qui nécessitent un choix en termes de développement. Puis, sans revenir dans les détails, encore une fois, bien, on se souvient aussi qu'on s'inscrit ce soir dans une démarche de conciliation des différents besoins. Là, je ne m'épancherai pas là-dessus. Donc, conservation des milieux naturels, habitation, développement économique également, tout en permettant là, un accès au site. Donc, pour cette seconde activité, je pense que certains d'entre vous ont déjà fait les switches là, sur vos tables. Vous avez un schéma concept qui reprend essentiellement la même information que pour la première activité. On a simplement retiré les bulles là, de points de repère des différents milieux naturels. Donc, cette fois-ci, vous êtes appelés à vous questionner sur l'avenir des portions qui sont en blanc sur la carte, mais également celles en jaune, donc celles qui restent un peu plus en flottement là, entre conservation ou développement. Et vous serez invité à répondre aux 3 questions suivantes. Donc, dans un premier temps, quelles ambiances préférez-vous comme type de milieu de vie et de travail? Donc, vous avez des images là, sur vos supports visuels sur la table. Vous pouvez donc voter avec un petit collant là, sur les images que vous préférez en termes de milieu de vie, donc pour le volet résidentiel, mais également comme potentiel milieu de travail, donc pour le volet plus industriel. Ensuite, en fonction de ces exemples-là, bien, on vous demande de situer sur la carte, donc toujours dans les espaces soit en blanc, soit en jaune, les endroits que vous voyez les plus appropriés pour chacun de ces types de milieux-là. Donc, par exemple, vous avez un coup de cœur pour l'exemple 3 du résidentiel, bien, venez identifier sur la carte où est-ce que vous jugez que ça serait le plus intéressant de le retrouver. Puis enfin, là, une dernière question complémentaire, donc pour identifier les besoins en services un petit peu plus précis à l'échelle de votre quartier. Donc, par exemple, avez-vous besoin de services de proximité comme une pharmacie ou encore d'une garderie supplémentaire? Il y a une première liste de suggestions ici, mais vous pouvez évidemment la bonifier selon les besoins que vous identifiez. Mesdames et messieurs, j'allais reprendre votre attention. Je sais que ça s'en vient très rythmé. J'espère que vous avez eu assez de temps pour échanger. Comme je disais, j'ai des petites bulles autour. Vous pouvez toujours mettre vos idées dessus. Il va y avoir aussi un questionnaire en ligne complémentaire. Vous allez pouvoir évaluer la soirée et mettre vos idées supplémentaires. J'avais déjà des volontaires ici. Ma collègue Camille Esther me disait. Donc, on va débuter avec une présentation pour cette table. Merci. Merci. Donc, nous, au point de vue résidentiel, les modèles qui nous ont le plus inspiré, les ambiances, c'est la B et la F. Je vous dirai tantôt où est-ce qu'on les a placés. Puis pour l'industriel, unanimement, c'était le modèle H qui nous a le plus intéressés. Okay. On voudrait que l'industriel se limite. On voudrait d'abord densifier la phase 1 parce qu'on trouve qu'il y a trop de stationnement, il y a des toits qui pourraient servir à plein d'affaires. Donc, c'est notre proposition. Puis, il ne faudrait pas que l'industriel aille plus haut que... là, vous verrez sur la carte, là, on a mis une limite. En dessous du corridor de Hydro-Québec. En dessous de la ligne d'Hydro, exact. Parfait. Puis, en développant, en mettant du résidentiel là, dans les autres parties en blanc, on pense que ça prendrait une école supplémentaire, idéalement, d'autres services communautaires, puis maximiser le logement intergénérationnel, des maisons rangées, donc quelque chose qui est assez dense avec des lieux publics
Puis on pense que le morceau blanc là, qui est à gauche du ruisseau sans nom, il pourrait être gardé en forêt, celui-là. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'est des très bons éléments, des très bons indices là, pour nos conseillers en urbanisme. A priori, oui, tout à fait. Madame Rouleau. Allez-y. Bon, nous, en fait, qu'est-ce qu'on a dit, c'est que, c'est ça, dans le fond, dans le haut, on mettrait du résidentiel, mais éco-quartier. Ça fait que beaucoup de verdure. On fait ça un peu plus dense pour aller toucher le moins possible au milieu naturel. Le milieu central, que ce soit à droite ou à gauche, on ne touche pas à ça. On laisse ça vraiment en nature. Puis même, peut-être un petit peu d'agriculture urbaine qui serait intéressant, comme jardin communautaire. Dans le sud, la même chose que l'autre table. On densifie la phase 1. On va densifier aussi le parc Armand-Viau qui est à densifier. Puis on essaie de toucher le moins possible là, à l'industrie là, en dessous des lignes d'hydro. On touche le moins possible à ça. Puis si on a à y toucher, bien, c'est sûr qu'on va vers un milieu industriel qui est très vert. Quels sont les besoins en services pour le quartier? On a parlé d'augmenter l'offre culturelle, mais pas dans les milieux naturels, autour du quartier. On a parlé de jardin communautaire. Y a-t-il des choses que j'oublie? Ah, puis c'est ça, s'il y a de l'industriel, c'est sûr qu'on pense au toit vert aussi. C'est bon? Parfait, merci. Très bon exposé. Puis, bien évidemment, la partie sur les services, là, ça donne des indices. Vos élus sont présents ce soir sur tous les besoins du quartier, finalement. Est-ce que j'aurais d'autres volontaires? J'en aurais pris 2 autres. J'aurais pris des premiers tours de parole, mais en absence. Ah, madame là-bas. Parfait. Pas de souci. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Nous, ce qu'on voyait, c'était vraiment plus se concentrer sur la partie est, en mettant en valeur la phase 1 du parc industriel et en continuant éventuellement la première zone un peu plus au nord donc, de la phase 1. Les 2 autres zones, on les voyait plus en résidentiel et la partie la plus à gauche, donc à l'ouest, on préserverait la forêt ou l'agriculture urbaine comme ça vient d'être mentionné. On voyait plus des habitations de type éco-quartier, donc avec une économie aussi circulaire, puis des éco-habitats, il y en a à Neuville, puis aussi Lac-Beauport, qui pourraient être des exemples. On voyait pour ce qui était les parties industrielles des jardins sur le toit ou des toits verts. Également faire des industries avec des bureaux pour minimiser l'impact au sol, donc aller plus en hauteur, puis mettre des bureaux dans les parties étagées. On a mentionné qu'on ne souhaitait pas avoir de rue qui fragmente le boisé, donc vraiment plus aller sur l'axe nord-sud, puis minimiser les coupes transversales. C'était pas mal ça. J'irais peut-être même avec des petites rues, vu qu'on a mentionné pas de camions dans le boisé. Parfait, merci beaucoup. On va justement entrer après ça rapidement dans le transport et mobilité, mais je vois que la réflexion est amorcée ici. Puis j'avais dernier volontaire ici. Merci. Allez-y. Bon, nous, quand on a regardé les images concernant les développements, ce qui a attiré notre attention, ce n'est pas les bâtiments, c'est la verdure. Donc, dans les secteurs de développement, ce qui nous préoccupe, là, c'est vraiment, disons, les espaces, la verdure. Donc, limiter le plus possible l'imperméabilisation, le béton, les surfaces imperméables, maximiser le plus possible les surfaces vertes. Donc, les toits verts ont été nommés plusieurs fois, diminuer la largeur des rues, etc. Il y a toutes sortes de recommandations qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais pour augmenter le plus possible les surfaces perméables et limiter
le ruissellement d'eau urbaine. Aussi, pour limiter le fractionnement du boisé ou des espaces verts, il y avait un espace là, qui était prévu, disons, entre le ruisseau Montchâtel et l'autre branche qui est à côté, le ruisseau central. Il y avait un espace de développement qui était prévu là. On nous a dit que les espaces verts pâles étaient des secteurs qui étaient un peu moins disons, les experts se posaient des questions sur le potentiel de développement de ces endroits-là. Bien, on relocaliserait l'espace blanc qui est prévu entre les deux ruisseaux pour le remonter plus vers le nord, oui, proche du boulevard Saint-Claude, pour limiter le fractionnement du boisé et conserver des plus grandes superficies de boisé, ce qui correspond davantage là, à un potentiel de conservation de la faune et de la flore. Parfait, merci beaucoup. Donc, on entend quand même une diversité d'opinions, puis sachez que le tout va être pris en compte là, dans les réflexions. Donc, je vais inviter Marie-Pierre Veillette pour la dernière partie de notre soirée. Encore une fois, là, on a accéléré le rythme. Marie-Pierre, vas-y. Oui. Si jamais, d'ailleurs, vous aviez à quitter, ça fait 3 fois que je le dis, mais vous pourrez nous envoyer tous vos autres commentaires en ligne. On comprend qu'il est rendu tard. Allez-y, vas-y, Marie-Pierre. Oui, donc bonsoir. Dernier volet de la soirée, le volet mobilité. Donc, je suis accompagnée ce soir de François-Xavier Mascotte du RTC qui va venir présenter aussi une partie sur le transport collectif. Donc, rapidement, donc dernier volet. Donc, d'entrée de jeu, les quartiers qui bordent le site, là, c'est vraiment des quartiers qui sont desservis par différents modes, que ce soit des modes individuels, collectifs, mais aussi actifs. Donc, le site, on l'a dit plus tôt, est situé à l'est de l'autoroute Henri IV. C'est un axe nord-sud très important qui, en fait, relie, par exemple, le pont Pierre-Laporte jusqu'aux municipalités plus au nord des limites de la ville. Il y a 2 échangeurs à proximité du site à l'étude, donc celui situé près de l'avenue Chauveau-Ouest, qui aussi permet de rejoindre le boulevard de l'Auvergne. Et il y a également l'échangeur ici de la route Sainte-Geneviève, qui permet également de rejoindre le boulevard Saint-Claude. Donc, en plus de ces 2 artères-là, il y a également le boulevard artère principale. Il y a également le boulevard de Lormière, ici sur l'axe nord-sud. Donc, le secteur à l'étude est également bordé de rues locales ici, qui desservent les quartiers avoisinant le site à l'étude. On en a parlé aussi également plus tôt, donc l'ouverture de rue ici qui a lieu sur la rue John Simons. Donc, l'ensemble de ces rues-là permettent aux résidents, aux travailleurs du secteur de se déplacer, puis entre autres, environ 30% des travailleurs du secteur, puis également un peu de travailleurs là, qui sont situés, qui se déplacent au parc industriel, proviennent de la Haute-Saint-Charles. Donc voilà. Puis bon, le mode le plus utilisé du secteur, c'est vraiment l'automobile. Donc 75% à peu près des déplacements réalisés dans le secteur sont effectués en automobile, mais ce n'est pas non plus le seul mode de déplacement. Donc les modes actifs, donc marche, vélo, représentent environ 15%, puis le transport collectif, là, environ près de 8%. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, évidemment, quand on parle de mobilité durable, le RTC en est un acteur important. La diapo ici, en fait, c'est pas pour décrire chacun des parcours qui desservent les différents quartiers à proximité du secteur Chauveau, mais d'un peu vous expliquer les groupes de services que le RTC offre et comment ceci peut répondre aux différents besoins en termes de mobilité. Évidemment, pour les parcours, le bus, leur première utilisation, pour de la desserte locale, mais également pour interconnecter les différents quartiers à Québec
Pour les parcours express, ce sont des parcours qui permettent de desservir des quartiers résidentiels à destination des pôles d'emploi d'importance dans la Ville de Québec. On prend les parcours 200 à destination de la colonie parlementaire, les parcours 300 à destination de l'Université Laval et les parcours 500 à destination à destination de Place Laurier. Merci. Et les parcours Métrobus, ce sont des parcours à haute fréquence qui permettent, un peu comme les parcours Le Bus, d'interconnecter les différents quartiers et également de desservir les pôles d'importance de la Ville de Québec. Et enfin, les couche-tard, des parcours de nuit qui sont disponibles du vendredi et samedi soir. La nouveauté chez ORTC, c'est depuis mars 2022, on offre un nouveau type de service qui est le Flexibus, qui est un service de transport à la demande, demandant une application qui vous permet de faire de la desserte, de faciliter la desserte locale, mais également de pouvoir se rabattre aux différents services réguliers du RTC, les parcours que je vous ai présentés précédemment. Donc, je vous présente ces groupes de services-là pour justement motiver un peu votre réflexion sur quels seraient les besoins en termes de mobilité et surtout au niveau du transport collectif dans le secteur chevaux. Oui. En fait, François-Xavier est analyste à la planification des services. Vous l'aurez deviné, il travaille au réseau de transport de la capitale. Parfait, merci Alexandra. Marie-Pierre, par contre, était avec la Ville. Oui, tout à fait. Donc maintenant, sur le plan de la mobilité active, donc depuis les dernières années, là, il y a plusieurs aménagements qui ont été réalisés en bordure du site Chauveau. Donc, à commencer, par exemple, la Ville, lors de travaux de réfection, a saisi l'opportunité de venir ajouter ici une passerelle cyclo-piétonne, la passerelle cyclo-piétonne de la route Sainte-Geneviève. Donc, c'est aussi une occasion à saisir là, pour amorcer une réflexion, pour venir, en fait, réfléchir sur la continuité du réseau, là, de même que de prendre en compte là, certaines suggestions des citoyens. Les quartiers aussi environnement, on peut penser à d'autres aménagements qui sont présents en bordure du site à l'étude, entre autres, par exemple, une chaussée désignée sur le boulevard Couture, puis également bande et pistes cyclables à l'intersection des Rubaines et d'Adélard-Godbout. Un dernier aménagement que je voulais également aborder, c'est la piste cyclable qui a été ajoutée aussi lors de l'ouverture de la rue John Simons. Donc, c'est ce qui complète un peu le portrait à haut niveau. Je sais qu'il est tard. Merci beaucoup d'être resté pour ce troisième volet-là. Donc, on passerait tout de suite à l'activité. Donc, l'activité volet, puis en tout cas, nous, notables, on en a déjà commencé cette réflexion-là aussi, donc probablement que vous avez déjà commencé à échanger sur ce volet-là. Donc, vous reconnaissez ici le schéma avec lequel on travaille depuis le début des activités, puis vous avez en brun, c'est ça, donc les chemins informels des coureurs des bois, voilà. Donc, quelques questions pour cette période d'échange, puis ça se veut vraiment, cette première question, comment voyez-vous la mobilité sur le site? On a abordé la mobilité en termes de réseau, on a parlé des différents modes aussi qui desservent les abords du site, mais spécifiquement, ce qu'on veut connaître puis ce qu'on veut entendre, c'est quoi les éléments incontournables à considérer? Quand on parle de mobilité, c'est pour l'ensemble des modes. Quelle est votre vision aussi que vous avez sur le site à l'étude? Une question aussi, les dernières questions visent plutôt où devraient être localisés les différents liens de mobilité à l'intérieur du site, mais aussi les liens que vous verriez, vous, à faire entre les différentes sections des secteurs voisins. Donc, merci beaucoup et bonne activité. Mesdames et messieurs, notre dernière plénière. Après ça, on va pouvoir aller faire des dodos. Alors, il y a quelques tables qu'on n'avait pas encore entendues. J'aurais aimé ça donner la priorité à ces gens-là. Je suis un peu fatiguée, fait que j'oublie aussi qui a déjà parlé ici. Ici, je pense qu'on ne s'était pas encore exprimé. Est-ce qu'on aurait aimé ça présenter les résultats de la table? Madame?
Je m'impose, mais il n'y a pas de souci. Ça vous va? Non? D'accord. Ah, madame ici. Ce qu'on expliquait, c'est qu'au niveau du transport, il faudrait d'abord augmenter la quantité de fréquences de bus dans les rues autour du secteur du Boisé. Puis, on suggérait différentes idées de pôles de vélo-partage, auto-partage aux environs. Puis, augmenter la fréquence des... Ah oui, puis aucun axe qui traverse le Boisé, en fait, de route pour le transport. Ça serait vraiment en périphérie qu'on misait, nous autres. J'ai oublié quelque chose? Parfait, merci. Donc, on entend bien. Est-ce que j'aurais d'autres volontaires? Bien, ici... Bien, allez-y, exprimez-vous. En tout cas, moi, le concept, c'était que notre peur, c'est que chaque logement qui va apparaître, ça va être 2 voitures qui apparaissent dans le logement. Ça va être la grande majorité, et vous l'avez dit, c'est que 75% des voyages se fait se fait avec la voiture. Fait que plus qu'on aborde du monde, plus qu'on rajoute du trafic. J'ai l'impression que, exemple, à Val-Belair, qui n'est pas très loin de où qu'on est, qui ont grossi les tours et ça commence à congestionner beaucoup Henri IV, surtout à l'heure de pointe. Fait que c'est la grosse préoccupation que j'ai par rapport à ça, qu'à un moment donné, et aussi que ça augmente tout le trafic alentour. Nous, en tout cas, moi, je proposais seulement une voie qui traversait le Blanc, qu'on n'aille pas rajouter du trafic dans les autres communautés de maisons ou tout pour garder les milieux, tu dis, qui existent déjà. Fait que c'est pour pas scraper, autrement dit, un milieu pour en implanter un nouveau. Fait que c'est de contrôler le trafic. Fait que c'est ça. Parfait. Bien, j'entends différents éléments. Effectivement, des craintes que ça amène plus de trafic, de ne pas empiéter sur les cours d'eau, puis probablement par la bande, éviter la circulation de transit. Est-ce que j'aurais d'autres volontaires? On peut prendre un deuxième tour de parole, bien sûr. Vous étiez bien accompagnés, vous aviez Marie-Pierre avec vous. Allez-y. Merci. De notre côté, ce qu'on voulait favoriser, en fait, c'est tout ce qui est de la mobilité plus active un petit peu, d'avoir des pistes cyclables, puis de donner des alternatives qui sont intéressantes pour les gens là, par rapport à l'automobile. Si les gens avaient une manière plus efficace de se rendre au travail, plus rapide, qui est moins dangereuse aussi que le boulevard de Lormière, puis le nord du boulevard de Lormière, peut-être qu'ils le prendraient. Moi, le premier, j'habite à 8 km de mon travail, mais le chemin, c'est de Lormière. Fait que j'y vais en voiture, malheureusement. Fait que d'avoir des pistes cyclables qui donnent des alternatives viables et pas dangereuses aux gens pour se rendre à ce qu'il y a autour. Puis peut-être même favoriser, s'il y a des développements commerciaux autour, permettre de rendre ça intéressant pour les gens d'aller habiter proche de leur travail. Puis évidemment, là, je pense que ça a été mentionné, d'améliorer le service de transport en commun. Peut-être de se rapprocher de la zone sans pour autant rentrer dans le secteur du Boisé. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, ça demande un petit peu de marche. Là. Il y a peut-être une balance à aller chercher pour que ça reste efficace pour le RTC quand même. Là. Puis finalement, au niveau des entrées et sorties des quartiers, je pense que ce qui a été dit est intéressant. Là. L'objectif, c'est pas de créer des nouveaux... d'empirer le trafic dans ce qui est déjà existant. Puis en même temps, on ne veut pas créer des voies de contournement au boulevard Lormière et à d'autres endroits qui amèneraient du trafic dans ce nouveau secteur-là. Je pense que ça résume bien ce qu'on a discuté. Ouais, ça a été dit. Piste cyclable? Ben, monsieur dit piste cyclable, mais... Oui, bon, on en avait parlé peut-être un petit peu, là. C'est ça. On ne veut pas d'autoroute. Parfait. Exact. OK, c'est bon. Merci. J'aurais pris une dernière intervention si j'ai des volontaires. Oh, tout au fond. Parfait.
vous donne votre deuxième tour de parole. Allez-y. Nous, on avait sorti quelques idées à l'intérieur du parc, là, mais pour aménager les sentiers pédestres qui sont déjà présents. Donc, prévoir peut-être pas pour la totalité du parc, mais une petite boucle qui permet l'accessibilité universelle, là, donc où il n'y aurait pas d'escalier. La mobilité active, c'est ça, entretenir les sentiers pédestres, peut-être avoir la présence de belvédères, d'une passerelle. C'est des zones marécageuses de tourbières, ça fait en même temps préserver les sites, mais ça permet une éducation à la nature. Mettre du mobilité en lien avec la préservation. Oui, en tout cas. Mobilité active, OK, c'est bon. Remettre de la végétation aussi. Ça, c'était pour l'autre question, là, mais la piste cyclable là, dans le secteur John Simons, il n'y a pas du tout de canopée. Donc, mettre de la canopée parce que c'est tout en béton. Aussi, il y avait la proposition d'un lien cyclable piéton entre Saint-Claude et le parc Vega pour permettre de se promener en famille parce que ça passerait peut-être sur vraiment une petite section là, du parc parce que sur le boulevard Saint-Claude, c'est très, très rapide. Aussi, le retour des autobus sur le boulevard Couture, semble-t-il qu'il y en a déjà eu. Donc, il y a entre autres des gens d'une coop d'habitation dans cette zone-là. Le flexibus, je pense que ça a été nommé là, comme une auto à vélo. Aussi, peut-être à l'intérieur du parc, aux abords du parc, en fait, avoir une présence de mobilier, de toilettes, penser à ces aménagements-là. Puis, je pense que ça fait le tour. Ouais. Parfait, merci beaucoup. C'est beaucoup de contributions, c'est parfait au niveau, là, surtout pour les piétons. Donc, je sens que ce soir, on a vraiment entendu quand même beaucoup d'éléments. On comprend que ce n'était pas un sujet qui était facile. Je pense que notre équipe, l'équipe, elle repart avec beaucoup d'éléments de réflexion. Vous l'aurez remarqué, là, il y avait aussi un animateur à chacune de vos tables. Donc, tout ce qui a été dit ce soir est pris en note, va être transmis à l'équipe là, pour analyse et intégrer à la proposition de BPU. Donc, on m'avait dit de ne pas faire ça. Il fallait que ça arrive. Bon, en tout cas. Fait que je ne vais pas revenir trop longtemps. Je vais quand même céder la parole à vos élus pour terminer la soirée. Puis, je vous remercie là, pour votre bonne participation. Merci, Alexandra, pour l'animation. Vous me permettrez de remercier les gens de la ville qui étaient ici quand même en grand nombre. Je ne vais pas vous retenir là, plus longtemps que l'heure qu'il est. Je vais vous remercier avec Marie-Josée pour votre présence ici ce soir. On est dans un exercice qui n'est pas simple. Je pense que vous êtes les premiers conscients de ça, mais votre contribution ce soir a été très constructive, très riche. C'est très précieux pour nous, pour la suite des étapes qu'on a. C'est des intrants qui sont très précieux. Donc, merci pour votre contribution. Merci de faire confiance au processus en vous étant déplacés ici ce soir. On a une séance comme ce soir aussi la semaine prochaine avec d'autres gens. Puis, on se reparle là, dans la suite de la démarche. Merci beaucoup. Merci tout le monde de votre participation, puis merci d'avoir fait ça dans le respect, dans l'ouverture. Pour avoir fait, on en fait plusieurs consultations publiques, puis je dois vous dire que ça se passe pas toujours aussi bien. On a pris en note le fait que ça avait peut-être été un peu long la première partie, mais on a des professionnels hyper engagés qui connaissent bien leur dossier, qui ont envie de le partager. Fait que je suis certaine qu'on a tous appris plein de choses, même si c'était peut-être un peu long avant que vous ayez l'occasion de travailler, mais je suis vraiment super fière de ce qui s'est passé ici ce soir, puis ça augure bien pour la prochaine consultation. Merci, bonne route, bon retour chez vous, très agréable.